Vous avez vécu un calvaire, un viol le 11 novembre dans le hall de votre immeuble. J'entends des bruits de pas courir derrière moi et en fait je me retrouve plaquée au sol. Une jeune femme qui a été très peu soutenue, qui s'appelle Claire Géronimi. Vous prenez la parole sur RMC pour dénoncer l'insécurité dans laquelle vivent les femmes au quotidien. Éclat, un mot à double tranchant qui symbolise à la fois brisure et rayonnement, cassure et scintillement. Je suis Claire Géronimi et à la suite de mon agression, j'ai décidé de donner la parole à des personnalités inspirantes pour mettre en lumière leur vision féminine si singulière. Femmes politiques, journalistes, psychologues, avocates ou encore victimes échangeront avec moi sur leurs sentiments et leurs interrogations de notre place dans la société. Je désire également mettre l'accent sur leurs histoires marquantes afin de vous fournir, chères auditrices et auditeurs, les clés vers votre propre éclat. Bienvenue dans le podcast Éclat de femmes. Bonjour Louise. Bonjour Claire. Merci d'avoir accepté de venir aujourd'hui sur Éclat de femmes. Peut-être pourrais-tu commencer par te présenter et pourquoi est-ce que tu as accepté justement de passer sur mon podcast ? Donc je suis Louise Maurice, je suis journaliste chez Frontières et Occidentis. Pour ceux qui connaissent, et donc j'ai 23 ans, je vais en avoir 24 dans quelques jours, le 23 octobre. Et je pense que dans mon identité, j'aime bien rappeler que je suis bretonne, parce que je suis assez ancrée dans la France, dans ma région. C'est une région que j'adore et je pense que ça fait vraiment partie de mon identité. Et puis quoi d'autre, je suis une femme épanouie de manière générale, voilà. Et du coup, pourquoi est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, pourquoi est-ce que tu as envie de venir parler en tout cas aujourd'hui sur le podcast, pourquoi tu as accepté ? Parce qu'on peut peut-être rappeler au final qu'on s'est rencontrés il y a déjà 3 ans, je pense. 3 bonnes années même, peut-être un peu plus. Ouais, je crois. C'était... Ça fait 3 ans et demi parce que tu cherchais des modèles pour poser pour ta marque de body. Donc n'hésitez pas à aller voir, c'est magnifique. Vous pourrez peut-être même voir des photos de moi si vous voulez. Il en reste un peu, oui. C'est ça. J'en ai sélectionné certaines pour qu'elles soient supprimées, on sait jamais. Exactement. Mais on s'est rencontrés comme ça et en fait... ça s'était très bien passé, c'était un super shooting, mais en fait on s'était perdu de vue parce que simplement c'était un travail spontané. Oui, et puis c'était vraiment genre au final juste pour la marque et puis exactement, ouais, c'est ça. Et moi je me souviens que tu m'avais contacté justement parce que tu bossais chez Occidentis et tu m'avais dit mais attends Claire, j'y crois pas que c'est toi et tout qui t'a fait agresser, etc. Et moi je savais pas du tout à ce moment-là que tu bossais justement chez Occidentis. Mais ça a été une vraie claque en réalité parce que j'en parlais tout à l'heure avec Jordi Streetwear. En fait, on en discutait tout à l'heure, je disais, mais en fait, quand j'ai vu ton nom, tout s'est un peu rapproché. Je me suis dit, mais comment c'est possible ? Et en fait, je pense qu'il y a cet exemple, il n'y a rien de plus frappant que de voir que ça touche tout le monde. Et en fait, c'est là où aussi je me suis dit, c'est quand même fou. Et effectivement, c'est là où je t'ai contactée et on a repris contact. Oui, c'est ça. Et depuis... Et de venir sur Éclat de femmes, en fait, pour moi, ça fait vraiment écho parce que je trouve que, on en a discuté tout à l'heure en off, mais... il n'y a pas assez de podcasts vraiment de femmes et encore plus de femmes de droite. Et je trouve que c'est un milieu où en fait, ça ne touche pas d'ailleurs que les femmes de droite. Je pense que tout le monde peut se reconnaître dans ce nom Éclat de femmes parce que ça peut être aussi positif que des choses un peu plus dramatiques potentiellement et des choses un peu tristes. Mais moi, j'estime que l'éclat, ça peut être des choses très lumineuses. Et je pense que ton podcast... va plaît déjà. Moi, il me plaît déjà. En tout cas, j'ai écouté tout ce que tu as fait. Et en fait, ça m'intéressait vraiment de venir aussi développer parce qu'en tant que journaliste, on n'a pas forcément l'occasion de s'étendre sur ce qu'on est. Un petit peu aussi. Exactement. Vous renvoyer une image, etc. en tant que journaliste. Mais, c'est ça. Aussi, on va parler peut-être un peu plus de ton histoire, ton parcours, que justement, les gens ne connaissent pas. Je sais que tu avais fait une petite vidéo là-dessus pour te présenter... C'était quand c'était l'année dernière, je pense, sur Occidentis. Mais comme ça, on va revenir un peu plus en détail sur toi, la femme que tu es, en fait. Justement, je vais rebondir sur cette question. Quelles sont un peu les 3 qualités qui font éclat chez toi ? Alors, les qualités, moi, j'ai plus mis des mots. Quand tu m'as demandé de choisir, je les ai à peu près en tête. Mais je pense que le fait d'être française, c'est quelque chose qui est la première chose qui me vient, puisque c'est une vraie chance. J'estime que d'être en France, même si on parle beaucoup, même chez Frontières, sur Occidentis, on parle beaucoup de ce qu'il y a de négatif, être français, c'est un privilège.
et être française encore plus, puisque je pense que la femme française est privilégiée contrairement à d'autres pays. Alors effectivement, il y a beaucoup de choses à améliorer, comme dans plein de pays, mais on est quand même protégée. Et je pense qu'être française là-dessus, c'est aussi une identité, c'est de montrer que la femme française est très forte. On est un pays où les femmes, contrairement à ce que certaines néo-féministes prêtent à croire, c'est que la femme n'a pas forcément eu sa place en France, qu'elle n'a pas été importante. C'est totalement faux. La femme a été limite, mais même cruciale dans le développement de la France depuis des siècles et des siècles. Donc voilà, donc ça c'est pour ce premier française. Ça, française. C'est vrai qu'on a plutôt de la chance d'être française. Oui. C'est quand même une chance, et puis on se rend compte que on est assez privilégié par rapport peut-être à d'autres pays aussi, et que on a des choses à faire encore, et je pense qu'il y a plein de choses encore à améliorer. Mais, bien sûr. Chacun à son échelle, quoi. On est relativement protégé. Ouais. Je pense qu'ensuite, un des mots, et qui est peut-être une qualité, en tout cas qui me qualifie, c'est l'engagement, de manière générale. Ce n'est pas forcément que l'engagement au travail, c'est aussi l'engagement dans ma vie personnelle. Je pense que il est très important, et je trouve que l'engagement est assez lié à la fiabilité / fidélité. En amitié, en amour, dans la famille. Je trouve que c'est très important d'avoir l'engagement d'écouter les gens, l'engagement de recevoir certaines informations, l'engagement de répondre à certaines demandes, notamment, alors là je vais plus parler dans mon travail, mais en fait c'est une forme d'engagement à mes yeux. Certains vont dire le journalisme, on doit être neutre, etc. Je suis d'accord, mais 95% des médias ne le sont pas. Nous, on a une ligne qui est très assumée. Vous êtes une ligne éditoriale de droite, très exactement. On est très assumé là-dessus. Et ce qui permet aussi peut-être de développer, d'avoir un petit peu plus de personnalité comparé à d'autres médias où on est très bridé. Je prends des exemples du style, si demain, tu dois animer France 2, etc., ou TF1, c'est vrai que c'était quand même assez bridé sur ce que tu dois faire. Et sur les sujets, surtout, même les invités. Ouais, c'est ça, et t'es juste en fait un journaliste qui donne la parole, mais qui donne pas son opinion. Donc, c'est vrai que ça permet vraiment, au niveau du journalisme, de vraiment se permettre beaucoup plus de choses. Déjà, on n'est pas surveillé par l'Arcom. Alors effectivement, il y a des associations qui surveillent ce qu'on peut dire comme propos, mais évidemment, on dépasse... On fait en sorte, par respect, pour ne pas blesser non plus les gens, on essaie juste d'exposer ce qu'il y a dans les faits, et aussi réel que possible, tout en essayant d'apporter des nouvelles choses, et des choses qui restent souvent dans l'ombre. Donc ça, c'était la deuxième. Donc l'engagement, la fiabilité de manière générale. Et en troisième, je pense que c'est de porter la parole autant que je peux. Tu le fais très bien. Alice Cordier, que tu as reçu également, super podcast d'ailleurs, le fait également. Je pense que aujourd'hui, c'est notre rôle, car beaucoup de femmes ont peur de le faire, et je le comprends totalement, parce que c'est pas un milieu simple. Mais je pense que porter la parole en tant que femme, à mon niveau, dans un milieu qui est quand même très très masculin, on peut le dire, et c'est un milieu de requins à sa manière. C'est comme dans la mode, c'est pareil, c'est un milieu de requins, c'est encore un autre domaine, mais chaque milieu a ses complexités. Ouais, c'est ça, chaque milieu est différent, et c'est vrai que nous, en tant que femmes, il faut qu'on fasse un petit peu sa place et qu'on soit entendu. Qu'on tape du poing. Exactement, et c'est assez compliqué aussi, mais je pense que, on va y arriver tout en étant soudés, et ce terme de sororité, on en reparlera plus tard, mais c'est vrai que le terme de sororité est quand même... c'est un beau terme, c'est important, et des fois qui est utilisé à mauvais escient, je trouve. Mais du coup, prendre la parole. Exactement. Mais, écoute, ça fait de toi une très bonne journaliste, je pense. Peut-être, pourquoi est-ce que tu as voulu justement être journaliste, et quel a été ton parcours, tes études, pour que peut-être tu montres à d'autres femmes que c'est possible en fait d'être journaliste, et en plus en étant de droite. C'est ça. Alors, pour revenir un peu sur mon parcours n'a absolument rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Je me souviens d'ailleurs de moi, toute jeune, qui posait les questions à des adultes qui faisaient le métier de mes rêves, et ils me disaient moi en fait je n'ai absolument pas fait les études de ce que je fais actuellement, et je pense que je suis devenue un nouvel exemple de référent de ce genre de parcours. C'est-à-dire que moi j'ai eu des études artistiques principalement. Donc j'ai fait un bac technologique. Ensuite je suis partie à Rennes, donc ça a été le premier pas dans une ville qui commence à se dégrader. On y reviendra. C'est particulier. C'est ça. Où j'ai fait une première année de prépa artistique.
donc dans tous les domaines, donc sculpture, graphisme, design, tout ce genre de choses. Donc j'ai fait une première partie en prépa, ensuite je suis partie directement à Paris, où là j'ai fait du graphisme éditorial, d'où le fait que j'ai certaines compétences que j'ai pu apporter au Centre Frontières et au Sidentis aussi, en termes de montage, en termes de mise en forme, etc. Et ensuite j'ai eu une période dans ma vie où j'ai été un petit peu perdue et où finalement j'ai repris mes études dans une autre branche du design où en fait là c'était du design digital, donc site internet, création d'applications, et en fait ça m'offrait l'opportunité de faire une alternance. Donc j'ai fait une première alternance dans un autre domaine qui n'est pas du tout le journalisme, qui était dans le recrutement, où j'ai créé un site internet, un logiciel. Top. Et en fait, cette même année-là, enfin à peu près un an avant, j'avais rencontré David, donc pour comprendre aussi le cheminement de tout ça. Donc David Alem, qui est fondateur d'Occidentis. J'ai rencontré David via une femme, d'ailleurs, qui était une super amie pendant très longtemps. Alors on s'est un peu perdu de vue, mais elle m'a fait rencontrer en fait plusieurs personnes du milieu de droite parce que en fait moi et donc elle s'appelle Victoria, on s'était beaucoup parlé parce qu'à l'époque elle tenait un compte, alors certains vont peut-être connaître et se rappeler, c'est Victoria Feminae, donc maintenant elle est plus active, mais à l'époque elle l'était vraiment énormément, et c'était pendant les élections présidentielles si je dis pas de bêtises. Et on parlait énormément, et en fait on a fini par se rencontrer à Paris. Et à Paris elle m'a dit écoute, je vais prendre un verre avec certaines personnalités, donc il y avait David, entre autres, il y avait d'autres personnes, mais en fait, j'ai rencontré David grâce à Victoria. Donc, une fois de plus, une histoire de femme. Ouais, mais comme de parade, c'est top au final, et ça t'a conduit du coup après à aller Exactement. En fait, j'ai rencontré David, on a tout de suite sympathisé. En fait, David, au-delà du travail, David est mon meilleur ami. C'est vraiment une des personnes, un des hommes importants de ma vie. Alors, c'est quelqu'un qui compte énormément pour moi. C'est vraiment une épaule de plus. Au travail, c'est quelqu'un d'extrêmement fiable. Et je reviendrai sur ça parce que j'aimerais bien développer aussi sur la place des hommes pour les femmes. Carrément. Et donc j'ai quelqu'un dans ma vie à l'extérieur, que personne ne s'imagine quoi que ce soit avec David, mais c'est David en fait a été un des vrais piliers pendant ces périodes-là, puisqu'en fait David a travaillé avec Eric et il m'a fait donc rencontrer Eric à un moment où j'avais envie de changer et de peut-être plus me politiser. Et donc c'est à ce moment-là où il m'a dit écoute, si tu cherches une alternance en communication, nous en fait il y a Livre Noir se relance. Je cherche quelqu'un, etc. En alternance. Et donc j'ai dit écoute, moi je veux bien faire un entretien. Il m'a fait rencontrer Eric. Eric, ça a rapidement matché aussi. Il m'a demandé à quel point j'étais prête à m'engager dans mon travail, et j'ai dit que j'étais prête à m'engager à 200%. Et en fait c'est à ce moment-là que tout a commencé il y a un peu plus d'un an. Et écoute, comme ça depuis, mais là du coup maintenant t'es en CDI, c'est ça? Je suis en CDI depuis septembre, en fait. Je me suis CDIsée. Ils m'ont CDIsée simplement parce que en fait il y a une relation de grande confiance au Centre Frontières. Je tiens vraiment à insister là-dessus parce que certains médias, certains journaux ont tendance à vraiment cracher leur venin sur le média pour lequel je travaille. Sur Eric Tegner, j'insiste aussi sur ça, c'est quelqu'un qui est d'une fiabilité sans faille. C'est une personne qui a énormément de dévouement pour ses salariés. Je pense que c'est l'une des personnes en lesquelles j'ai le plus confiance dans ma vie. Alors il a ses défauts, certains les connaissent. C'est quelqu'un qui est très intense, mais qui serait prêt à tout pour son travail et les personnes qui sont prêtes à travailler pour lui. Mais justement, là, vous êtes bien développé parce que du coup, peut-être on peut le dire, on tourne dans vos studios. Oui, on est dans les studios de Frontières. On est dans les studios de Frontières qui ont gentiment prêté pour cet épisode. Et du coup, là, en plus, vous avez développé une matinale, c'est ça, que tu animes en plus. C'est ça. Et puis, je crois que votre équipe aussi, elle a pas mal grossi. On a quasiment doublé, même plus que doublé d'effectifs. On est à environ 23-24 personnes. Alors, il y a des personnes qui travaillent en extérieur. Et puis, il y a des influenceurs qui, vous l'apprendrez au fur et à mesure des jours, mais qui se joignent à nous aussi, puisque pour faire des projets associés à Frontières. En fait, là, c'est un développement qui est immense. Ça se passe vraiment trop bien, effectivement. On a eu la chance d'avoir une très belle année l'année dernière en termes de rendu de tout ce qu'on a réalisé. Les magazines ont très bien fonctionné. D'ailleurs, je rappelle que notre dernier magazine sur Donald Trump est sorti. N'hésite pas, c'est important de faire la promo aussi. Il est top. Oui, il est très très bien. Et en fait, ça a été le magazine, l'application, maintenant la matinale. Eric m'a offert cette opportunité-là. En fait, c'était juste avant l'été, avant de terminer mon année d'alternance. Et il m'a dit, écoute Louise, est-ce qu'on peut aller
prendre un verre, j'ai quelque chose à te proposer. On est allé prendre un verre. Et il m'a dit, écoute, est-ce que tu serais partante pour animer une matinale ? Alors, je lui ai dit, attends, développe un peu avant que je te dise oui. Il m'a dit, alors, tu vas te lever très, très tôt. Tu vas terminer certainement un peu tard aussi, parce qu'il y aura d'autres choses à gérer. Parce qu'à côté de la matinale, je prépare la matinale avec Guillaume Fouquetot, qui est un de mes collègues, qui est donc lui-même sur la partie matinale en grande partie. Mais à côté de ça, je gère la com à côté de David. Je suis chargée de communication aux côtés de David, qui est directeur de la communication de Frontières. Donc, c'est en fait... c'est être chez Frontières, c'est être un véritable couteau suisse. Ouais, c'est intense, mais en même temps, c'est un peu comme quand on est en start-up. Totalement. Parce que, vous êtes en train de vous développer entièrement, et puis... je le vois très bien. Que comme j'étais en start-up aussi avec ma marque, etc. C'est vrai que je le vois à chaque fois. Enfin, ça se voit que c'est un média qui commence à émerger et ça prend de l'ampleur et tout aussi. Donc, je pense que ça, en tout cas, il y a de belles années à venir, en tout cas pour. Je l'espère. Pour Frontières. Peut-être on va revenir un peu aussi sur toi. Oui. Pourquoi justement tu as décidé, on va dire de t'engager? Quel a été vraiment l'élément déclencheur qui fait qu'aujourd'hui, du coup, justement, t'es dans un média de droite et je pense qu'on peut te considérer comme féministe de droite aussi. Totalement. Donc, voilà. Alors, l'élément déclencheur, je pense que c'est important de rappeler aussi dans mon parcours, au-delà de ce que j'ai pu rappeler dans mon parcours d'études et professionnel, moi, j'ai eu un parcours politique... non pas chaotique, mais très instructif. J'insiste là-dessus. J'étais de gauche. Alors moi, je suis d'une famille qui a un penchant plutôt à droite. Mes parents sont de droite. J'ai envie de dire, ils sont modérés dans leurs pensées, que personne ne s'imagine que mes parents sont directeurs de je ne sais quelle chose néo-fasciste, encore une fois. Mes parents sont des personnes très modérées, ce sont simplement, j'ai une famille d'artisans qui sont très ancrés aussi dans donc l'artisanat et donc tout ce qui est français, la culture française. Exactement. Et donc voilà, mais j'ai une famille de droite. Quand on est jeune, d'autant que j'ai grandi en Bretagne. La Bretagne, il faut le dire quand même que c'est une région qui vote à gauche. À gauche, elle commence à voter un peu centre, mais c'est processus plus à gauche, long. Non, c'est des processus qui sont très longs. La Bretagne, c'est exactement excentré de toutes les autres régions. Donc, oui. Mais parce qu'ils ne subissent pas. Non. Honnêtement, c'est vraiment la raison. C'est la seule raison que je trouve, c'est qu'ils ne subissent pas encore. Ils commencent à le subir. Oui, un petit peu. Notamment à Calac, ils commencent à le subir également, mais et dans d'autres parties de la Bretagne, mais voilà, la Bretagne est quand même de gauche. Donc j'ai grandi dans une famille plutôt à droite. J'entendais certains propos de mon père qui étaient plutôt contre l'immigration, tout en étant respectueux, évidemment, je l'insiste, mais je ne comprenais pas. Je lui disais, mais moi, je lui ai dit, tu es raciste. Je l'insultais de tous les noms quand il faisait des réflexions. Je disais, mais tu te rends compte, tu peux pas dire ça. Tout ce que j'entends d'ailleurs maintenant contre nous. Mais ça, c'était il y a quoi justement, cette idéologie que tu avais? Est-ce que c'était parce que c'était l'environnement avec qui tu étais, les filles, etc. Peut-être. Je pense honnêtement, et ça risque d'être le cas de plus en plus, et au fur et à mesure des années, les médias ont une importance immense dans la politisation des jeunes. Pour ma part, ça a été sur Instagram. À l'époque, TikTok n'était pas vraiment développé, c'était Musical.ly, mais je n'étais même pas dessus. C'était principalement Instagram, Snapchat un petit peu. Mais en fait, les médias commençaient à se développer. Il y a Simone Média, je crois que c'est Simone Média, il y a Mademoiselle, Combini, Brut, enfin tous ces médias-là qui ne sont pas neutres. J'insiste. Ils ne sont pas neutres. Voilà, c'est en fait beaucoup de personnes s'imaginent ils sont neutres, non, machin. Ils sont politisés. C'est très drôle parce que hier j'ai discuté avec un ami où justement il m'envoie une vidéo de l'Assemblée nationale qui est en train de s'inonder, etc. Et puis et du coup je regarde et j'ai fait mais il est de centre droite, on va dire. Et du coup je regarde, je fais non mais je regarde s'il follow bien Brut, et il était en train de follow Brut, et je fais mais pourquoi tu regardes Brut? Et il fait c'est sympa, c'est des formats courts. Je fais bah ouais, mais en fait non, tu peux pas, tu te rends pas compte que t'es en train de te faire matrixer le cerveau, genre très clairement, et qu'en fait mais ils sont très très forts. Ils sont très forts à retourner le cerveau des gens et à te faire avoir une certaine forme de pensée. C'est comme Quotidien, etc., où c'est un peu l'effet sympa, où on se dit ah bah tiens c'est bobo, etc. Et puis les gens sont drôles, ça déconne, c'est un média qui fait rire et tout, et du coup les gens ne se rendent pas compte de l'idéologie qu'il y a derrière, qu'on veut mener justement aux citoyens. Donc quand t'es jeune, en fait, comme tu dis, c'est dangereux en fait. Je pense que leur volonté n'est pas de retourner le cerveau des gens, c'est quelque chose qui est vraiment très naturel chez eux, puisque en fait
Et ils pourraient aussi nous le reprocher aussi, parce que parfois c'est de l'entre-soi, hein, faut quand même le réaliser. Oui, à sûr. droite, c'est également le cas. Il faut faire attention d'éviter de le faire. Moi, j'essaie au maximum de sortir. Alors, mon environnement amical reste quand même de droite. En revanche, j'en parle pas tout le temps. Je suis pas nourrie à la politique non plus. J'évite en tout cas. Mais je pense que vraiment, ils pensent bien faire et ils pensent être honnêtes dans leur démarche, journalistique. Et leur travail est brillant. Vraiment, je n'ai rien à dire. Je critiquerai vraiment pas ces personnes et ces médias puisqu'ils font du très bon travail. Mais ils ont plus de moyens. Il faut réaliser quand même. Ils ont énormément de moyens. Ils ont des fonds d'investissement qui sont énormes. C'est beaucoup plus facile pour eux aussi d'avoir des partenariats. Nous, ce n'est pas le cas. Alors, il y a certaines marques qui acceptent de faire des partenariats avec nous. Je pense notamment à Kalos, qui fait un superbe travail. Il y a l'Institut pour la justice. Il y a des partenariats qui sont établis dans les magazines de Frontières notamment. Mais globalement, pour eux, ça sera toujours plus simple. Pour nous, ce ne sera jamais simple. Mais vraiment jamais. Rien qu'avec les bans qu'on se prend sur les réseaux sociaux, rien que ça évite quand même beaucoup de choses. En revanche, donc, pour revenir au sujet principal, pour la politisation, c'est comme ça, vraiment, j'ai été politisée quand j'étais fin du collège, puisque j'avais un iPod Touch, quelque chose comme ça. À la fin du collège, j'ai commencé un peu à regarder tout ça, mais fin du collège, j'étais pas spécialement politisée, mais c'est un début de politisation inconscient. On s'en rend pas compte, mais ça commence déjà à nous donner une conscience politique, ou du moins une conscience idéologique sur certaines opinions. Et ça a commencé à être le cas vraiment au lycée où moi c'est le féminisme qui est rentré en premier dans ma vie. Donc c'était à base de Frida Kahlo, de Simone de Beauvoir, c'était vraiment le féminisme comme on l'entend a priori, en tout cas le néo-féminisme, de gauche principalement. Et donc c'est vraiment comme ça que c'est principalement rentré. Moi, les causes immigration, c'était vraiment pas des choses auxquelles je pensais. Vraiment, ça n'existait pas pour moi. Oui, tu t'en rendais pas. T'en avais pas besoin, t'en rendais pas compte. En fait, il y a des sujets qui étaient déjà mis sur le tapis, qui étaient plus, sur la table, pardon, qui étaient plus importants, etc. D'autant que j'insiste sur le fait qu'en Bretagne, on n'est pas du tout touché. Enfin, on est très peu touché comparé, rien qu'à Paris, même déjà à Rennes quand j'y étais. En Bretagne, moi, c'était les personnes que je croisais issues d'immigration. Effectivement, il y avait un quartier qui était pas très loin de mon lycée, qui s'appelle, je ne donnerai pas le nom parce que j'ai pas spécialement envie que les gens sachent précisément vers où j'habite, mais c'était un quartier où effectivement il y a des femmes voilées, il y a des personnes issues de l'immigration, et en fait ça ne me posait absolument pas de problème puisqu'ils n'étaient pas en masse et que je ne les voyais que très peu, puisqu'ils restaient très communautaires et donc ils n'allaient pas se mélanger avec nous, donc en fait ça ne me touchait pas. Le moment où en fait ça a commencé à vraiment me toucher, c'est quand je suis arrivée à Rennes. C'est là où j'ai eu le premier pas de c'est fou quand même, il y a beaucoup plus d'immigration, il y a beaucoup plus de... Je me sens beaucoup moins en sécurité. En fait, c'est là où c'est rentré. Tu te posais quand même la question, même si pour toi, du coup, tu te considérais un petit peu... Enfin, est-ce que tu te considérais déjà féministe, on va dire, de gauche? Oui. Ouais. Et tu te rendais compte quand même, t'arrivais quand même à avoir cette conscience, on va dire? Non, en fait, non, puisque maintenant, j'ai un recul, donc c'est une analyse que je fais avec du recul sur ce que je pensais auparavant. À l'époque, j'étais dans un déni. Maintenant, le déni est terminé. J'ai réalisé qu'à l'époque, déjà, j'avais un peu peur. Mais à ce moment-là, moi, je savais que mes pensées, à mes yeux, donc en tant que femme de gauche, étaient racistes. D'imaginer que je critique, même ne serait-ce que dans mon cerveau, et que je le pense dans ma tête, que cette personne-là, ça me dérange un peu que elle me suive, et que c'est une personne qui est issue de l'immigration, que c'est quelqu'un qui est de certaines origines, qui ont aussi une apparence et un comportement, puisque je ne parle pas de couleur de peau ou quoi que ce soit, qu'on ne me change pas mes propos. C'est plutôt, quand je dis une apparence, c'est des personnes qui sont habillées, entre grands guillemets, moi j'appelle ça... c'est des vêtements de sport, alors oui c'est des jogging etc, mais ils sont pas présentables, donc il y a quelque chose aussi où ils ne présentent pas bien, donc ils sont tout de suite peut-être stigmatisés. Après on dit l'habit ne fait pas le moine, mais au final quand même c'est dur de... L'habit ne fait pas le moine, mais ça donne déjà une première image de ce qu'on peut percevoir de quelqu'un, et en fait on sait en tout cas, on voit bien que certaines personnes qui sont agressives ou qui ont des comportements dérangeants sont généralement des personnes qui sont habillées comme ça. En tout cas, c'est ce qu'on appelle les Lacoste TN. Alors,
Désolée pour Lacoste, désolée pour Nike et pour toutes les autres marques. Malheureusement, c'est des marques qui sont utilisées par des personnes... la pauvre image de marque. Voilà, c'est ça. C'est vrai. Oui, et ça me dérangeait. En fait, je commençais à les mettre dans une case. Okay. C'est peut-être pas bien, mais je commençais déjà à faire ce qu'on appelle l'amalgame. Mais je savais qu'il y avait quelque chose où je faisais attention à eux. Je faisais attention à leur regard, je faisais attention à ne pas être suivie, etc. Et il y a eu une première fois, et d'où ton témoignage a eu encore plus une résonance par rapport à ce qui t'est arrivé, c'est qu'il a failli m'arriver exactement la même chose que toi. Je rentre de cours à Rennes. C'était à Rennes, du coup. À Rennes. Ok. Je rentre de cours à Rennes. On est en hiver, donc il fait déjà nuit. Le soir, il fait déjà nuit. Et je vais pour emprunter l'allée qui va jusqu'à ma porte. Et je sens que je suis suivie. Et je sais ce qu'il allait faire. Je sais que j'ai eu de la chance. Et t'as eu un pressentiment aussi. On le sent de toute façon, ce genre de choses. Oui, puisqu'en fait, il me suivait. Vraiment, on était, pour expliquer rapidement, c'est qu'il y avait 2 haies et ça allait vers une porte. Donc, il n'avait aucune raison d'emprunter cette haie. En fait, tout de suite, cette allée, pardon. Je me suis retournée. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu fais ? Il m'a dit, quoi ? Et donc, avec un certain accent, donc une fois de plus issu de l'immigration. Il me disait, mais quoi, qu'est-ce qu'il y a ? Et en fait, il a fait d'un coup le gentil, parce que je pense qu'il ne s'attendait pas à ce que j'ai remarqué, puisque j'avais mes écouteurs. Sauf que j'ai ressenti. Et j'ai écouté ce pressentiment et je me suis retournée. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais ? Il me dit, mais rien, c'est parce que je voulais savoir... Bon, je vais pas faire l'accent, parce qu'on va me reprocher des choses. Je voulais juste savoir où est le tabac. Je cherche le tabac. Je dis, mais... Il n'y a pas de tabac ici. Le tabac, il est à plus de 200 mètres. Tu montes là-bas. Bizarre. Voilà, c'était un prétexte. Et je lui dis, désolé, bonne soirée. Et il ne part pas, il reste devant moi. Mais il était très jeune. Honnêtement, alors, peut-être que je me trompe, mais je pense que moi, à ce moment-là, j'avais peut-être 19 ans. 19 ans. Je pense qu'il devait avoir peut-être 17 ans. Oui, il était plus jeune que toi. C'est ça. Il était plus jeune que moi et j'ai senti qu'il n'était pas là pour le tabac du tout. Et je lui ai dit, pourquoi tu pars pas ? Il m'a dit, oui, mais je voulais savoir comment tu t'appelles. Je lui ai dit, mais je ne vais pas te dire mon prénom, on ne se connaît pas, on ne sera pas amis, tu peux partir. Et il a insisté, il dit, pourquoi tu veux pas me donner ton prénom ? Pourquoi ? À un moment, il voulait pas, il voulait absolument que je lui donne mon prénom. Je lui ai dit, mais en fait, non. Et là, j'ai retourné la situation et je lui ai fait une petite leçon de morale que j'invite les personnes qui ont la possibilité de le faire. Je pense que je suis tombée face à une bonne personne. Oui, une personne qui peut-être... qui entendait encore un peu. Entendait et peut-être avait pas encore passé l'acte agressif, on va dire. Je lui ai dit, est-ce que tu aimerais que ta mère soit suivie très tard le soir, comme ça, jusqu'à devant chez elle ? Il me dit, pourquoi tu parles de ma mère ? Je dis, mais... là, dès que tu touchais à la maman, j'ai touché à la maman, parce que j'ai touché à la figure maternelle la plus proche d'eux. Donc je lui ai posé cette question, je lui ai dit, mais est-ce que tu aimerais que ta mère soit suivie comme ça devant chez toi ? Et qu'il y a un homme qui vienne lui demander son prénom et qui insiste. Et là, il a dit, mais non, ma puce... Alors, il a pas dit ma puce, il a dit non, miss. Je me souviens, il a dit, mais non, miss, mais je veux rien. Voilà, c'était tout de suite cet instinct de proximité. Je lui ai dit, et à la fin, ça a fini par être conclu comme ça. Je lui ai dit, là, tu me fais peur. J'ai été honnête, je lui ai dit, là, tu me fais peur. On ne se connaît pas, je ne te donnerai pas mon prénom. Et pense à ça la prochaine fois parce que ta mère, il pourrait lui arriver la même chose. Waouh. Voilà. Et il s'est à demi excusé et il est parti. Je ne sais pas ce qui aurait pu arriver si j'avais pas entendu et j'avais poussé la porte. Je pense pouvoir imaginer, en tout cas, le début de ce qui aurait pu arriver. Donc voilà, ça a été... C'est ça l'élément un peu déclencheur. Ça a été l'un des éléments déclencheurs. Mais il faut savoir quand même que pour réaliser, c'est que j'étais une fois de plus un peu dans une forme de déni, puisque là j'ai conscience que c'était une personne issue de l'immigration. À l'époque, je n'ai pas mentionné ça à mes amis, j'ai dit qu'il y avait quelqu'un qui m'avait suivi jusque chez moi. Et ils disaient quoi tes amis ? C'était un homme de plus. Oui, toujours les hommes. Ouais, un homme lambda. Tous les mêmes. Oui, du coup, tu n'osais pas forcément dire que c'était peut-être une personne qui... Mais c'est pas que j'ai pas osé. Cette fois-là, en fait, oui, cette fois-là, quand ça m'est arrivé, je n'ai même pas mentionné ça. Je n'y ai même pas pensé. C'est avec du recul où je sais ce qui s'est passé. Et je sais que voilà, c'était une personne de plus qui était issue de l'immigration et qui avait ce genre de comportement. C'est vraiment quand je suis arrivée à Paris. Donc à Rennes, j'ai vécu plein de micro agressions ou du moins micro comportements déplacés, être suivie notamment, qu'on m'insulte dans la rue, si jamais je refuse de passer mon téléphone ou autre, mon numéro de téléphone, pardon. Mais ça n'a jamais été plus loin que ça à Rennes, ce qui était déjà pas mal.
Oui. Voilà. Ça, c'est déjà une certaine forme d'agression, une certaine forme d'insécurité en vrai. Exactement. Quand tu y penses. Mais je mentionne quand même qu'à Rennes, quand j'étais à Rennes, j'ai fait que 6 mois en fait à Rennes, puisque après c'était le confinement. Okay. Donc j'étais chez mes parents. Oui. Donc voilà, en 6 mois j'ai vécu quand même pas mal de choses. Pas mal d'histoires. Donc ça c'était à Rennes. J'arrive ensuite, parce que vraiment c'est ça l'élément, hein, pour répondre à ta question, ça a été vraiment 2 éléments qui... Ça a été le premier élément et le deuxième qui va arriver est l'élément le plus important je pense de ma réalisation, on va dire de la du changement, des raisons, voilà. Oui, du changement, en tout cas de vision peut-être. Exactement. De certaines choses. Là où vraiment j'ai compris, c'est que donc on était toujours en période de Covid. J'étais donc, je venais d'arriver en région parisienne, donc à la Garenne-Colombes pour ceux qui connaissent, à côté de Nanterre. Et alors du coup il y aura 3 éléments. Donc je viens d'arriver, mon père me dépose et le soir je décide d'aller faire des courses au Leclerc qui est près de là où j'habitais. Donc basique, quelque chose de totalement basique. Exactement. Oui. Sauf que moi j'y vais, on est encore en été, il fait encore très chaud, j'y vais en robe, alors rien de vulgaire, hein, ceux qui diront que la tenue provoque, honnêtement j'avais une tenue très correcte, j'avais une robe qui m'arrivait un peu au-dessus du genou, qui était noire avec les manches qui arrivaient au milieu des bras. On n'est pas non plus voilà. dans une qui n'était pas du tout moulante. Oui. Voilà. On est en France. Hein. On est en France. Faut un peu regarder les choses. Je vais faire mes courses et en fait là je me confronte à des regards, non pas des regards de drague ou de séduction, hein, des regards de jugement, mais immenses, de la part, puisque c'était le Leclerc qui est collé à Nanterre, reçoit donc la nourriture, il y a énormément de nourriture, principalement halal, les commerces de proximité, quasiment tout est halal, il y a très peu de saucissons à proximité, voilà, c'est une population, alors j'adore le saucisson, je sais que tout le monde n'aime pas ça, on s'en fiche, c'est très bon, saucisson vin rouge, voilà. Mais c'est là où j'ai vraiment remarqué qu'il y avait un changement de population, un changement d'environnement. Mais là où j'habitais chez l'habitant, chez un papa qui louait des chambres à des étudiants, qui était adorable d'ailleurs. Voilà, si jamais il a écouté ça un jour, je l'embrasse. C'était quelqu'un de super, qui avait une maison un peu style maison bourgeoise, une jolie maison, 2 étages. Voilà, c'était un super endroit. Mais qui était donc la Garenne-Colombes, c'est assez joli à l'origine, mais effectivement les cités qui l'entourent ont fait que ça a été un peu rongé. C'est quand on passe certaines limites, il y a une sorte de frontière, on change presque de pays. Oui, un peu ça. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a une certaine fracture de certains quartiers aussi. On le voit bien, dans Paris aussi. C'est ça. C'est assez... Mais ouais, je vois. Et du coup, après... Et donc, ces regards-là m'ont percuté un petit peu. Je me souviens de ça, toutes les femmes voilées qui me jugeaient dur, qui me fusillaient. Les hommes, limite, à me cracher dessus. Et vraiment, ça m'avait choquée. Mais je me suis sentie, moi, pas à ma place. Oui, tu te sentais pas... je me suis dit, mince, je me suis pas bien habillée. J'aurais dû m'habiller plus long. Wow. Oui. Ah non, mais je me suis pas dit pourquoi ils me regardent, ça se fait pas. Je me suis dit waouh, je pense que ma tenue n'est pas adaptée pour aller faire des courses. Waouh. Je vais la prochaine fois, je m'habillerai un peu plus long et pas moulant. C'est terrible. Voilà. Ah mais j'insiste là-dessus parce que je sais qu'il y a des femmes et je l'ai déjà fait qui se voilent pour aller faire des courses. Des femmes françaises. Des femmes françaises qui sont même moi je suis catholique, je suis chrétienne catholique. Je me suis voilée pour aller dans certains endroits. Alors c'était un voile un peu à la russe. Je me suis pas voilée avec un hijab ou autre chose, mais un peu à la russe avec les cheveux comme ça. Au moins ça permet de rentrer un peu plus dans leur système et d'éviter les regards, d'éviter les jugements et que presque ils se disent ok ma sœur. T'es un peu comme nous, en tout cas, ou alors ça se trouve c'est qu'elle va dans une démarche de se voiler, donc c'est bien, elle est plus respectable, on peut la respecter elle. Et je pense j'ai évité plusieurs regards et remarques grâce à ça plusieurs fois. Je l'ai pas fait non plus tous les jours, mais il y a plusieurs fois où je me suis dit ok, dans ce quartier-là, si je passe par là, je vais mettre, j'avais toujours un foulard avec moi et je mettais mon foulard comme un voile. Et je sais que... Ouais, t'avais une certaine forme de non-liberté au final. Oui. Donc, oui, mais une fois de plus, c'était dans le déni. Puisque je le faisais pour eux plus que pour moi. Alors, je le faisais pour éviter des regards, donc un peu pour moi, mais je le faisais pour rentrer dans leur façon de voir les choses et éviter de trop les déranger, alors que c'était dans mon pays. Bref. Donc ça a été le deuxième élément important. Donc ça a été le regard de certains hommes et femmes issus d'une autre culture qui me regardaient et moi j'étais le problème dans mon pays.
Le troisième élément qui a été le plus important dans mon parcours, dans mon évolution de pensée et politique, ça a été de me faire moi-même agresser. Tu le sais bien, je te l'ai raconté plusieurs fois, mais je vais te le raconter encore, puisque c'est quelque chose qui m'est arrivé, qui m'a marqué pour la vie. C'était donc en période de couvre-feu à l'époque, donc à 19h, je crois que c'était 18h30 ou 19h, on ne pouvait plus sortir. On n'avait plus trop de sortir. C'est ça. Mais il y avait le droit d'avoir une possibilité de sortir avec un papier. Moi, c'était à l'occasion d'un babysitting que j'allais faire en région parisienne, donc sur Paris. Oui, comme jeune étudiante en fait, qui va faire un babysitting. Exactement. Comme je l'ai dit sur CNews il y a pas longtemps, mais comme toi, tu rentrais de faire tes courses, comme Lola rentrait de l'école, comme plein de femmes, en fait, comme Philippine rentrait de l'université. Bien sûr, comme Mathilde, la fille agressée juste avant moi, qui justement, elle, allait faire un babysitting aussi. Donc, c'est des trucs basiques. On était dans notre vie, en fait. Notre vie s'est coupée à un certain moment et tout a changé. Bien sûr. Ce qui s'est passé, donc je pars de chez moi, je prévenais toujours mon proprio, donc avec qui je vivais quelque part, puisque c'était comme une sorte de deuxième papa et je me sentais très protégée grâce à ça. C'est vrai que je me sentais bien, je savais si jamais je rentrais pas, il s'inquiétait, etc. Okay. Malheureusement, ça m'arrive 20-30 mètres après la sortie du portail là où j'habitais. Je suis seule dans la rue. Donc on est en plein couvre-feu, il y a quasiment personne dans la rue. Malheureusement pour moi, la seule personne que je croise, c'est la personne qui allait me faire le plus de mal dans ma vie, je pense. J'avance et je vois un homme au loin. Et je pense au fait que peut-être il va m'agresser. J'ai quand même eu un peu... La petite réflexion quand même de se dire... L'intuition. Okay. Ouais, l'intuition. Je me suis dit, est-ce que je change de trottoir ? Sauf que moi-même, dans mon petit cerveau, je me suis dit, arrête d'être parano. Arrête d'être parano. Oui, tu t'es dit peut-être en fait. Il a l'air gentil. Oui, c'est pas grave. Tu vois, il avait une démarche qui, sur le moment, au loin, alors je suis myope, peut-être que j'aurais dû mettre mes lunettes, mais au loin, quand je l'ai vu arriver, il avait pas l'air de me foncer dessus, en fait. En fait, tu te sentais pas forcément en danger non plus. Et tu penses qu'il t'avait surveillé ou pas de... Non. Je pense que vraiment c'est tombé sur moi. C'est tombé sur toi, ouais. Non, je pense pas qu'il surveillait. Je pense que... Je sais pas s'il était dans un état secondaire, puisque moi, pendant longtemps, je me suis posé la question s'il était pas drogué. Il avait un comportement extrêmement impulsif et... moi, en fait, je frappe pas les gens dans la rue quand je les croise. Vraiment. Non, même si on peut être des fois un peu pompette ou des trucs comme ça, on va éviter, quoi. Donc, il s'approche de moi à assez grande vitesse. Et à ce moment-là, donc pour expliquer à peu près la scène, c'est qu'il arrive en face de moi et il me donne un grand coup. Donc, il a dû bien tendre le bras. Il me donne un grand coup au niveau de la gorge. Wow. Ce qui lui permet de me donner le coup. Donc, premièrement, je suis surprise et ça me coupe la respiration. Ouais, complètement. Et il me plaque au mur. Donc, il me plaque au mur, il se colle à moi. Pendant plusieurs secondes, c'est difficile de déterminer en réalité. C'est compliqué de déterminer quand... Ouais. C'est un état de telle sidération qu'on n'arrive pas vraiment à calculer. Moi, j'estime de ce que j'ai eu l'impression d'avoir comme temps 20-30 secondes. Ce qui est très court, hein. En soi, mais ce qui est très très long sur le moment. En fait, une seconde peut être très courte comme très très long. Je me souviens encore de chaque sensation. Hein. Je me souviens de chaque sensation. Ça a été quelque chose qui m'a traumatisée. Il me plaque donc au mur, il se colle à moi. Je sais qu'en fait, au moment où il m'agresse, je sais que je me suis dit, il va me voler mes affaires. Parce que je venais d'acheter avec l'argent que j'avais gagné en travaillant l'été, je venais de m'acheter un nouveau ordinateur. J'avais mon nouveau téléphone aussi, je venais également d'acheter. Les AirPods, je me suis dit, quelle idiote j'ai été de sortir avec tout ce matériel tout neuf. Et en fait, c'était pas du tout ça sa volonté. Je pense que c'était une pulsion sexuelle. Qu'il a réussi à maîtriser peut-être à la fin, quand c'était un peu trop tard, puisqu'il s'est collé à moi. T'as crié ? Mais non, impossible. Je pouvais pas crier, ma voix était coupée. Déjà par le choc, mais par on rentre dans un état... De toute façon, je pense que tu en as conscience. On rentre dans un état où on est paralysé. J'étais complètement paralysée. Tu t'es dissocié de ton corps. Totalement. Complètement. Alors, à la fois, je me souviens de tout et en même temps, c'était comme si je vivais la scène de l'extérieur. On devient spectateur de ce qui nous arrive. Et donc, à ce moment-là, en fait, je me dis, je sais pas ce qu'il va me faire. Je me suis dit, bon, ok, je vais y passer, quoi. Soit il va me violer, soit il va me tuer, j'en sais rien. Surtout que c'est la sortie de chez moi, donc c'est d'autant plus, on se dit, à 20 mètres, il y a quelqu'un qui pourrait me protéger. Ouais.
C'est dur. Puis, si j'étais sortie 2 minutes après, Ouais. peut-être qu'au final, ça serait pas arrivé. Ouais. Ça va pas crever son chemin. C'est très très dur de se dire ça. Et je sais que ça a été très compliqué pour le papa chez qui il vivait parce que il s'est imaginé ça. Il a 3 filles, donc il s'est imaginé ça. En fait, il s'est dit mais comment Road et tout. j'aurais dû. Enfin, en fait, il s'est imaginé plein de choses, mais on peut pas l'éviter. Malheureusement, c'est arrivé. Ouais. Mais j'ai eu la chance puisque Et du coup, comment il est parti? Il est parti comme ça ou il y a parti quelqu'un? comme ça. Vous Ah étiez non, que non, tous il les est deux parti dans la comme rue? ça. Mais je ne comprends pas pourquoi. Enfin, merci mon Dieu, il m'a rien fait. Enfin, il m'a rien fait de plus que de se coller à moi. Mhm. Je pense que c'est un peu comme des frotteurs dans le métro. C'était un truc où je pense qu'il s'est frotté contre moi et ensuite il s'est dit Stylé. oula, je vais pas aller plus loin. Oui, parce qu'il peut-être il a eu peur, je sais pas, Ouais. de la suite Je en sais fait. pas. De... C'est là où je me pose la question, est-ce qu'il était pas drogué? J'en sais rien puisque il a vraiment arrêté et est parti comme si il s'était rien passé. Ok. Je me suis retournée, je l'ai vu partir, je me suis dit mais qu'est-ce qui vient de se passer? Waouh. Oui, enfin limite un moment genre latent. Mais oui, c'est vraiment ce. Je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas continué? Alors, j'en ai pas envie, évidemment, j'insiste. Ouais. Pourquoi? Mais j'ai enfin, pas compris pourquoi il avait pas été plus loin et pourquoi Oui, ça a été juste cette violence. Ouais, il y a pas eu de. En fait, c'est traumatisant, je pense, parce que t'as pas de faim. Oui. T'as pas de faim dans le cerveau. J'ai pas de raison pour laquelle il a fait ça. T'as pas de raison exactement. S'il m'avait volé mes affaires, bah voilà, c'était un Oui. vol, un racket. Ouais. Si il m'avait violé ou agressé sexuellement, je me serais dit ok, c'était une raison sexuelle. Mais là, je suis dans un entre-deux de ne pas comprendre. Ou est-ce que c'était une simple pulsion de violence pure? Alors le fait qu'il soit collé à moi, je pense que c'est un peu sexuel. Enfin bon. Donc voilà, ce qui m'est Ce qui t'est arrivé. ce et qui puis m'est après, arrivé. Ça t'a donné envie justement. T'as porté plainte ou pas? Alors, ça c'est intéressant. J'en parlais à Georges aussi tout à l'heure. Ce qui s'est passé, c'est que le soir même, donc ça vient d'arriver, je marche quand même jusqu'à mon train pour aller à mon babysitting. Je préviens les personnes du babysitting que je viens de me faire agresser. Ils me disent mais tu veux qu'on te prenne un Oui. taxi? Non, non. Mais tu t'en rends... En fait, moi aussi, j'ai eu pareil que toi. En fait, moi, je m'en rendais pas compte, justement, qu'en fait... La gravité. La gravité de la chose, en fait, on s'en rend pas compte. On se dit, ah bah c'est bon, en fait, on est en vie, donc Oui. nickel, bon, Oui. tout va bien, vas-y, je vais à mon babysitting. C'est exactement ça. Ouais. Alors, je sais que quand c'est arrivé, j'ai attendu, j'ai marché, mais comme un robot, je savais vers où j'allais, mais je savais pas, et je me suis effondrée. Je me suis mise à pleurer, mais toutes les larmes de mon corps par choc. Je pense que là, d'un coup, ça redescendait la pression. Je pouvais reparler. J'ai hurlé dans la rue, j'ai pleuré, et j'ai croisé un groupe d'hommes. Mais c'est très dur pour moi, c'est qu'en fait, avec du recul, j'aurais aimé aller les voir pour leur dire je viens de me faire agresser parce que je pense qu'ils auraient agi. Mais là, systématiquement, j'ai vu que c'était des personnes qui, elles aussi, avaient une apparence d'origine étrangère. Et je me suis dit, non, là, je vais encore y passer. J'ai eu peur. Je me suis dit, voilà, ils vont me tuer, c'est terminé. Je sais qu'ils l'auraient pas. Enfin, en fait, je sais qu'ils m'auraient défendu parce que ça avait l'air d'être juste des jeunes qui s'amusaient, ils étaient autour d'une voiture, ils rigolaient bien. Et je regrette un peu ça, de pas être allé les voir en disant, je viens de me faire agresser par un homme là, parce que je pense qu'ils auraient pu réagir. Mais encore une fois, t'étais sidérée et tu peux rien faire, en fait. Et mon réflexe, ça a été d'appeler mon meilleur ami en pleurs, et de le prévenir de ce qui venait de m'arriver. J'arrivais même à peine à parler. Et en fait, c'est le lendemain que j'ai appelé la police. Ok. Le lendemain, quand je suis rentrée chez moi. Ouais. Je suis rentrée chez moi et en fait, je vais voir le papa chez qui je vivais et je lui dis je viens de me faire agresser. Enfin, je me suis fait agresser hier. Il dit pourquoi tu me l'as pas dit? Parce que je lui avais même pas dit. Je me suis fait agresser en sortant de la maison. Il me dit mais t'as appelé la police? Non, bah appelle. Donc j'appelle. Et je ne voulais plus sortir de la maison. En fait, à partir du moment où je suis rentrée chez moi, je ne voulais plus ressortir de la maison. Là, j'ai eu peur. Là, j'ai commencé à conscientiser ce qui venait de se passer. Et j'ai appelé la police. Je leur ai dit oui, bonjour, je me suis fait agresser. Oui, ça vient d'arriver? Non, c'était hier. D'accord, et vous voulez faire quoi? Porter plainte? Contre qui? Je sais pas. Vous voulez porter plainte contre X? Je sais pas. Ça servira à rien, madame. Moi, d'accord. J'ai raccroché. C'est horrible. Et du coup, même pas, tu vois, peut-être on aurait pu regarder des caméras ou des choses comme ça. Il n'y avait pas de caméra, il n'y avait rien. Pas de caméra. Et j'insiste sur le fait que si les femmes qui nous écoutent femmes ou hommes qui se font agresser, même si vous n'avez personne contre qui porter plainte, portez plainte, rien que pour montrer les résultats dans les chiffres. Bien sûr, et puis porter plainte si possible, rapidement, vraiment juste au moment où c'est passé pour retrouver, en plus de ça, si c'est des agressions. Si c'est possible, évidemment. Retrouver l'agresseur, après, ça. des fois, c'est pas possible. Psychologiquement, c'est pas possible non plus. Mais, Parfois, il y a un frein. Parfois, comme moi, en fait, on est dans une sidération qu'on oublie même que la police existe. Je pense, Ah oui, pour moi, j'avais oublié que la police existait. Après, alors
Je suis très reconnaissante de tout ce qu'ils font dans notre pays. Je pense que ce sont vraiment des gardiens de la paix, littéralement, que ce soit militaires, gendarmes, policiers, tous font un travail immense. En revanche, il y a tellement peu de conséquences, donc là je parle plus de la justice, sur les personnes qui nous agressent. Ils sont pas toujours retrouvés, ou parfois ils sont attrapés mais remis en liberté, qu'on perd confiance en la justice. Les gendarmes font tout ce qu'ils peuvent, les policiers... Je pense que c'est pour ça qu'ils t'ont pas dit ils t'ont dit... Je pense qu'ils savaient que ça servait à rien. Ça sert à rien, parce que mais moi j'ai interviewé justement une victime qui a justement témoigné anonymement sur mon podcast et qui me disait ça ne sert à rien, et elle, son dossier a été traité, mais on lui a dit vous avez de la chance, pas. Vous avez de la chance que votre dossier soit traité, parce que vous sortez un peu du lot, un peu comme un CV qui sort un peu du lot comme ça, qui est une histoire qui est peut-être un peu plus impactante, je sais pas, mais juste une petite agression comme ça, ils veulent même plus s'en occuper, parce qu'ils savent très bien qu'il y aura pas de résultat derrière. Et c'est beaucoup trop de travail administratif. Au final, il n'y a pas de réponse de la justice, donc en fait, il y a un vrai dysfonctionnement, je trouve. Exactement. C'est vrai que c'est assez dommage. Mais et donc en fait ça a été effectivement ce qui m'est arrivé. Pour revenir à la question, c'est ce qui a permis de déclencher le réel réveil de tout ce que je pensais, puisque c'est là où en fait j'en ai parlé à des copines qui étaient plutôt de gauche, féministes, etc., tout le package. Et là en fait je n'ai pas tu l'origine, je n'ai pas tu le fait que la personne semblait être en tout cas d'origine étrangère. Et là, on m'a répondu, mais pourquoi tu donnes ces origines ? Pourquoi tu spécifies ça ? J'ai dit, mais parce que... comme si demain, en fait, tu te faisais violer par un homme. On décrit. Oui. On décrit la personne qui nous agresse. Moi, demain, il y a un berger allemand qui me mord. Je vais dire que c'était un berger allemand. Oui, tu vas pas dire que c'était un intégré. Exactement. Un truc comme ça, c'est une logique. C'est logique, en fait, tu décris... mais on me l'a reproché. On me l'a reproché, et là, je me suis pris en pleine face, puisque je me suis dit, mais attends, c'est moi le problème ? C'est moi le coupable dans l'histoire, ou je suis la victime ? Je comprends plus trop. Tu t'es pas du tout sentie soutenue. Ah ouais, alors là, vraiment, ça a été d'une violence où je me suis dit, c'est terminé. J'ai même eu un rejet du féminisme pendant longtemps. Je me suis dit, mais c'est du bullshit. Oui, la sororité, etc. C'était terminé. Ça n'a aucun sens et tout. Ouais. Et j'ai perdu beaucoup d'amis. Alors, encore plus maintenant, je n'ai plus aucun ami de mon passé. Alors, j'ai quelques amis qui sont restés. Et on ne parle pas forcément de politique, et c'est très bien comme ça. Ma meilleure amie, je l'ai toujours dans ma vie. Et pourtant, elle est de gauche, en tout cas plutôt de gauche. Mais la plupart, en tout cas, ça a été une rupture d'idées, puisqu'en fait, ils ne comprenaient pas pourquoi je parlais de ça. Ouais. Et surtout que d'un coup, j'ai fait vraiment un virage à droite. Je peux entendre aussi que ça a pu être frappant pour certaines personnes, même pour ma famille d'ailleurs. Oui, bien sûr. Après, je pense pas qu'on devrait perdre ses amis, parce que... on n'a pas les mêmes opinions politiques, c'est tellement dommage. Moi, j'ai eu beaucoup ça aussi. Le fait d'avoir parlé, et encore, j'ai jamais vraiment donné mes opinions politiques. Et juste parler d'OQTF, etc., comme quoi ça devait être exécuté. Et c'est vrai que j'ai perdu énormément d'amis, d'autant plus qui étaient de gauche, parce que c'est pas dans leurs valeurs. Donc en fait, tant qu'on n'est pas aligné politiquement, on a pu. C'est fou, hein. C'est fou. Mais c'est un rejet qui existe à gauche et très peu à droite. Je pense qu'à droite, là-dessus, alors on peut nous reprocher tout ce qu'on veut, mais je pense qu'on est bien plus ouvert d'esprit que ce qu'on prête à nous accorder. Puisque la réalité, c'est que moi, je trouve qu'on est très ouvert d'esprit. Moi, je suis prête à parler avec tout le monde. Ça m'arrive encore de temps en temps, très rarement, même quand je sors de débattre. Et c'est très agréable, mais la gauche refuse de plus en plus de le faire. C'est dommage. C'est dommage, en fait, ça rompt le débat. Et justement, moi, je me souviens quand j'en avais parlé à tous les médias, etc., toutes les personnes de gauche juste me laissaient sans réponse, ne veulent même pas parler, en fait. T'es pas la bonne victime. Non, pas bonne victime. Et c'est pas le bon agresseur. C'est pas le bon agresseur non plus. Donc c'est ça il est pas assez blanc. Exactement. Donc, et du coup, en termes... Je suis sûre que t'as dû avoir des impacts un petit peu psychologiques. Est-ce que t'as fait une thérapie, quelque chose comme ça, ou t'as pas eu besoin et en fait tu t'es dit, bon, ok, je vais avancer autrement, et justement c'est avec mon engagement où je vais pouvoir peut-être faire ma thérapie et me dire, ok, je vais pouvoir me battre pour quelque chose pour les femmes. Comment t'as... Alors en fait, ce qui a été compliqué, c'est que les premiers temps, j'étais même si je commençais à prendre conscience de ce qui m'était arrivé et du problème, je commençais à politiser un peu ce qui s'était passé. En fait, le choc est tel que d'abord on est dans un ressenti de ce qui se passe, on intègre le fait qu'on s'est fait agresser, et
pour ma part, en fait, ça a été surtout de la survie les premiers temps. Ok. Je sais pas si tu l'as vécu de la même manière, mais vraiment, c'était me dire, ok, peut-être que je vais mourir. Peut-être que là, je vais mourir. À chaque coin de rue, c'est souvent quelque chose que je raconte, et c'est une réalité, c'est que je faisais une prière. Ok. Je pensais que j'allais mourir parce qu'en fait, vu que c'est arrivé à 2 pas de chez moi, à vraiment 20-30 mètres de la porte de chez moi, je me disais que j'allais le recroiser. Et en fait, j'avais peur qu'il me tue. Oui. Vu qu'il n'a pas été arrêté, ça veut dire qu'il est en liberté. S'il est passé là, c'est que potentiellement il pourrait repasser là. Donc peut-être qu'il va me réagresser, peut-être qu'il va me reconnaître et qu'il va se dire ok, elle va me reconnaître. Donc là, tu vois, tu t'imagines plein de choses. Donc les premiers temps, j'avais très très peur de mourir. Je l'ai encore. Cette peur de mourir. T'as peur de croiser quelqu'un dans la rue, c'est plus dans ce sens-là, ou t'as peur de me faire une mauvaise rencontre dans la rue et de croiser... Alors, en fait, j'en ai peur, mais en réalité, ça n'arrive plus puisque je prends plus les transports. Maintenant, je prends que ma voiture. J'habite plus dans Paris. J'habite dans un endroit qui est quand même très... il fait bon vivre. Je pense que c'est un endroit qui est assez privilégié. Après, tu me diras, ça veut rien dire parce qu'il y en a qui se font tuer à 2 pas dans le 16e, donc bon. Ouais, non, mais c'est sûr. Mais après, c'est ce qui est quand même... Enfin, le point que je veux relever, c'est que tu prends plus les transports. Non. Tu prends que ta voiture. Ah, je refuse catégoriquement de prendre les transports. Et qu'en fait, on veut qu'on nous sollicite à prendre les transports. Même là encore, le périph' est passé à 50. Donc... Mais c'est vrai que ouais, enfin, même moi, je ne prends plus les transports non plus. Ouais. J'ai beaucoup d'amis, même qui sont pas de droite, etc., qui se sentent vraiment en insécurité, qui prennent plus les transports, ils ont trop peur. Enfin, c'est... Ouais, moi, je refuse, mais c'est ce que j'ai dit à mes parents, puisque j'avais une voiture donc en Bretagne, chez mes parents, et j'aurais dit, en fait, je vais récupérer la voiture et je vais l'amener chez moi, donc là où j'habite actuellement. Ils m'ont dit, t'es sûr, ça va plus être plus compliqué? J'aurais dit, je m'en fiche que ce soit plus compliqué. Je préfère prendre ma voiture que de me confronter à des mains aux fesses, à des agressions, à un homme qui me suit, à mon téléphone. Je me suis fait voler mon téléphone, on me l'a arraché et l'homme m'a coincé les mains dans les portes battantes, en fait, parce qu'il a attendu donc que les portes sonnent. Il a arraché mon téléphone, et sauf qu'en fait, il m'a tenu les mains. Je pense pas qu'il ait fait exprès, je vais pas lui reprocher encore plus ça. Sauf qu'il m'a coincé les mains dans les portes battantes. Wow. Et donc là, en fait, j'ai dû tirer, les gens m'ont aidé, j'ai failli perdre ma montre, ma bague, bref, tout. Oui, t'aurais pu perdre tes mains aussi, en fait. Perdre mes mains, tout. C'était extrêmement dangereux et extrêmement violent, et je tremblais. Et il y avait un policier qui était dans la rame et qui est tout de suite venu me voir. Carte police, machin. J'étais en colère contre lui. Je dis, mais pourquoi est-ce que vous l'avez pas arrêté? Pourquoi vous avez pas arrêté? Il me dit, mais madame, je peux rien faire. Mais on est en colère sur ce moment-là parce que, bien sûr. En plus, c'était mon 12 13, c'était le jour de mon anniversaire. Enfin, vraiment, c'était la totale. C'était il y a 1 an bientôt. J'étais dégoûtée. Enfin bon, tout ça pour dire que les transports aujourd'hui ne sont pas faits pour les femmes. Les transports, c'est pas fait. Les rues non plus. Les salles de sport de moins en moins, si on n'est pas accompagné. Enfin, moi, je l'estime en tout cas. J'ai commencé à aller à la salle de sport, mais j'y vais accompagnée à chaque fois. Oui. Mais j'irai pas seule. Tu te sens un peu trop observée, peut-être aussi. Ouais, puis il y a des regards qui trompent pas. Il y a des regards... moi, c'est ce que je dis, et ça peut paraître violent, et peut-être que... je veux pas que mes propos soient déformés par rapport à ça, mais en fait, c'est comme quand on est enfant. Alors, aujourd'hui, je suis une adulte, donc peut-être que je devrais pas le voir comme ça, mais que si on se fait mordre par un chien quand on est enfant, on déclenche une peur des chiens, ou en tout cas, on s'en méfie. En fait, c'est devenu un peu le cas pour moi, c'est-à-dire que quand je vois une personne qui a la même apparence que la personne qui m'a agressée, très naturellement, j'ai une sorte de méfiance. Alors, je dis pas que cette personne-là va m'agresser. Je sais que toutes les personnes issues de l'immigration ne vont pas m'agresser. Bien sûr. J'en ai bien conscience, et que la couleur de peau, peu importe, ça ne définit pas le fait qu'il va m'agresser. Oui, mais c'est un état de traumatisme, je pense. Exactement. Et malheureusement, ça reste... Alors... Oui, bien sûr, on peut essayer de faire soigner quoi que ce soit, mais il y a toujours ce petit traumatisme qui reste. C'est naturel. Dommage. C'est naturel. Et justement, s'il y avait moins d'agressions comme ça, et encore une fois, je répète, si les OQTF étaient appliqués, peut-être il y aurait moins de traumatismes comme ça, et peut-être au final, après, la société se porterait mieux, et peut-être qu'il y aurait une meilleure cohésion aussi, parce qu'on peut-être les uns les autres, on aurait peut-être un peu moins peur aussi, je sais pas, c'est des hypothèses. Faut quand même insister, et ça, je ne renie pas le fait qu'il y ait des hommes blancs, français, de souche, tout ce que vous voulez, qui agressent des femmes. Mais ce que j'aime bien dire à chaque fois, c'est qu'il y a assez de problèmes dans notre pays pour gérer ceux des autres. Voilà. Totalement. Et ça, vraiment, je veux faire comprendre ça aux gens, c'est-à-dire que oui, j'ai eu un débat avec ma belle-sœur il y a quelques temps,
elle me disait oui, mais pourquoi tu ne veux pas qu'il y ait des gens d'issus d'autres pays qui viennent dans notre pays? Je lui dis mais en fait, idéologiquement, ils ont 200, 300 ans, 400 ans de retard sur nous. Eux, ils placent leur esprit sur leur religion, qui n'est pas la même que la nôtre. La femme n'a pas la même place que la nôtre en France, dans leur pays. Donc en fait, c'est très difficile à faire comprendre parce qu'il y en a qui sont vraiment dans un rejet de cette idée-là. Ils n'arrivent pas à faire le schéma. C'est comme ça. Mais c'est la réalité, c'est qu'aujourd'hui, ces gens-là ne pensent pas comme nous. Ils n'ont pas le même logiciel que nous. Donc, aujourd'hui, on a beau dire, en fait, oui, moi, je fais un rejet de certaines personnes. Mais après, je sais aussi analyser. Il y a des regards qui sont bienveillants. Il y a le comportement. Il y a la tenue. L'habit ne fait pas le moine, on en parlait tout à l'heure. Mais moi, un homme qui a l'air d'être typé de je ne sais quel pays, mais qui est bien habillé, qui a une bonne démarche, qui parle bien, qui a pas un regard malveillant, mais bonjour. Oui, pas de souci. Il y a aucun problème aussi. Enfin, c'est ça, on sait quand même analyser. Oui. On est humain, on est oui, pas bête. Totalement. Mais encore une fois, si c'était un homme français justement blanc et qui serait dans un comportement un peu bizarre, etc., on s'en méfierait autant. Enfin, exactement. Ce serait exactement pareil. Donc, c'est ça. Du coup, c'est un peu comme ça. Enfin, c'est fou quand même que les femmes doivent adopter toutes ces stratégies. On doit penser tout le temps à la sécurité. Je partage ma géolocalisation avec mon père et avec mon conjoint. Et penser à comment s'habiller aussi, si tu sors dans la rue ou des choses comme ça. Ouais, m'habiller. Alors maintenant, c'est vrai que maintenant je prends plus les transports, je me permets plus de choses. Oui, parce que t'es dans ta voiture. C'est ça, vraiment. Je prends ma voiture. Nos bureaux sont dans un quartier qui est quand même privilégié. J'ai pas d'endroit où ma tenue pourrait poser problème aux yeux d'autres. Et puis même, je suis toujours accompagnée, vraiment, je ne sors plus seule, donc c'est vrai que c'est bien, mais ma géolocalisation est toujours partagée au cas où. Et c'est vrai que j'ai eu une pensée pour Philippine qui d'ailleurs aurait eu 20 ans hier. Le 10 octobre. Exactement. Très grosse pensée pour sa famille, qui on partage toute notre peine et tout notre courage. Mais en fait, j'ai pensé à elle, puisque quand j'ai su qu'elle avait été retrouvée en partie grâce à son téléphone, je me suis dit, mais quelle horreur. Enfin, il y a quelque chose où, en fait, ça veut dire aujourd'hui, on a les moyens de suivre les personnes, on a les moyens de les protéger, mais tout n'est pas optimisé. La femme est toujours à risque, même si on développe tous les moyens qu'on voudra, on a toujours le risque d'être tué, violé, agressé. Mais c'est ça, même comme les applications. Là, je vois des applications qui sortent, etc., qui sont sponsorisées aussi par le ministère de l'Intérieur, malheureusement. C'est super, c'est très bien. Ah oui, la démarche est super. Et la démarche est super pour le sentiment d'être suivi, etc., pour les violences conjugales. Mais un viol, c'est 1 à 2 minutes le temps. Ça prévient pas, en fait, quand ça arrive. Un meurtre aussi, c'est exactement pareil. Une attaque au couteau, c'est exactement la même chose. En fait, le temps d'ouvrir l'application, le temps d'appuyer sur le bouton, en fait, ça marche pas. En fait, c'est pas comme ça. Il faut régler le problème à la source, malheureusement, je pense. Je pense que ça aide. C'est un bon outil, comme tu dis. Oui, ça rassure aussi. En revanche, là, je prends l'exemple typique. Jules Laurent, directeur pas directeur, mais qui est chef de la rédaction, a en fait a trouvé en fait une actualité dernièrement. En fait, une jeune femme s'est faite violer à plusieurs reprises, donc Romane. Je crois qu'elle a une petite 30aine d'années. Et elle se fait violer pendant plus d'1 heure. Bref, une fois de plus, quelque chose d'atroce. En fait, il lui a volé son téléphone et son ordinateur à la suite de son viol. Il lui a dit, en fait, si tu appelles la police, je vais revenir. C'est pareil, vraiment, la violence est atroce. Il lui vole ses affaires. Qui est-ce qu'elle appelle? Elle se retrouve démunie. Malheureusement, il y a des situations comme ça où, en fait, le téléphone n'aide pas. Et puis, on est dans un état, une fois de plus, de sidération, donc on n'y pense pas. C'est comme l'iPhone permet très rapidement d'appeler les urgences. Pour autant, si j'ai besoin d'appeler les urgences, je compose le code. Parce qu'il n'y a pas des... On peut pas toujours être sur le qui-vive. Et en alerte, et malheureusement aujourd'hui, je trouve que c'est ce qu'on demande un petit peu, c'est ça qui est problématique. Peut-être, pour changer un peu de sujet quand même, mais pour rester un peu dans ce côté droite, toi, en tant que journaliste, t'es une des seules voix féminines justement à parler dans les médias. Comment est-ce que tu penses qu'on pourrait avoir plus de femmes de droite? Je pense aussi en tant que militante, je pense à Alice Cordy, qui est présidente du collectif Némésis. Comment tu penses qu'on pourrait rassembler encore plus de femmes? Parce que justement, toi, tu as été avec des féministes de gauche qui arrivent à rassembler des femmes. Est-ce que toi, tu penses que... Comment on peut faire? Quels sont un peu les outils, les clés, justement, de peut-être en parler encore plus? C'est difficile, hein. C'est difficile parce qu'en fait,
quand on est à gauche, on a vraiment, une fois de plus, un logiciel qui est assez particulier, un déni qui est ancré. Et faut réaliser, je prends l'exemple de Marguerite Stern, qui a fait ce sacrifice de perdre tous ses amis, vraiment la plupart des personnes de sa vie étaient de gauche. Je pense qu'il lui reste encore quelques personnes, mais c'est moindre, en plus de tout le harcèlement qu'elle subit. Dora Muto également. Je prends leur exemple parce que c'était des personnalités très très fortes de gauche. Énorme, bien sûr. Alors elles ne se sont jamais elles-mêmes définies comme de gauche, mais les gens les ont définies comme de gauche. Et donc au moment où ils ont compris qu'elles n'étaient pas de gauche à leurs yeux, il y a eu un rejet, une cancel culture. Et alors là, elles ont tout perdu, partenariat, amis, etc. En fait, il faut vraiment comprendre. Moi, je comprends en fait les femmes qui ont peur aussi d'assumer leurs opinions politiques de droite, puisque assumer et l'assumer en public, porter la parole, s'engager, que ce soit de militante chez Némésis, dans les médias, peu importe où. C'est aussi accepter que potentiellement, on peut tout perdre dans son environnement. Moi, j'ai des personnes que je connais qui ont même quasiment perdu leurs propres parents. C'est un sacrifice qui est énorme. Moi, j'ai la chance d'avoir des parents qui me soutiennent à 200%. Alors, ils ont un peu peur pour moi, mais ils m'encouragent. Mon père me regarde chaque matin à la matinale. C'est un pilier et un soutien qui est immense. Maintenant, je pense aux femmes qui leurs parents sont presque communistes, tout leur environnement c'est du marxiste, néo-féministe, etc. Mais en fait, je leur en veux même pas parce que je comprends. Maintenant, je pense qu'il faut savoir être en phase et droit dans ses bottes, au moins. Alors pas forcément de les afficher publiquement, mais rien que... Moi, je reçois beaucoup, je pense que toi, c'est pareil, j'en sais rien, mais je reçois beaucoup de messages de jeunes femmes qui me disent « Bravo pour ce que tu fais, je pourrais pas le faire, mais merci de le faire. » Et rien que ces petits messages-là, moi, ça me met un coup de motivation, mais supplémentaire. J'ai des hommes aussi qui m'encouragent énormément et qui ont des messages très, très bienveillants. Alors, évidemment, il y a toujours une petite part d'hommes qui sont un peu mal déplacés. On peut pas plaire à tout le monde. Mais 98% des messages que je reçois, c'est des messages de remerciement, de soutien, d'encouragement pour l'équipe, de tout. Et en fait, de plus en plus de femmes envoient des messages, s'abonnent à mon compte. Et alors ça, mais j'adore. Moi, ça me fait bien plus plaisir, mais 10 000 fois plus plaisir que quand un homme s'abonne. Bien sûr. Puisque pour moi, quand une femme s'abonne, c'est une petite victoire. Ouais, on se dit peut-être que... Enfin, là, tu te dis, ça va, j'arrive à les rassembler, peut-être que tu éveilles un peu les consciences aussi. Parce que, et puis la politique, c'est un milieu qui fait peur, parce que déjà, on a un peu peur de ne pas d'être prétentieux en parlant de certains sujets, de ne pas être à sa place, etc. Mais finalement, en fait, moi, je trouve que les femmes devraient s'imposer. En fait, c'est un milieu qu'on ne doit pas laisser aux hommes, tu vois. Bien sûr. Là, c'est la féministe en moi qui reprend la main. Mais c'est un milieu, le milieu de droite est aussi un milieu de femmes. Alors je pense que moi je suis pas la parité, j'avoue que je m'en fous. Pour moi c'est chacun, je suis plutôt dans un système de méritocratie entre guillemets. C'est que chacun, moi je pense que c'est beaucoup de travail. Là où j'en suis aujourd'hui, je pense que c'est des heures et des heures de travail. Eric ne m'a pas embauché officiellement cette année. Voilà, aussi, et c'est parce que tu as su la mériter quoi. J'ai bien conscience que le fait que je sois une femme rapporte une image plus douce aux médias, rapporte... voilà, je suis une femme, donc ça rapporte une image donc féminine, je rapporte une autre touche que les hommes. Donc je sais que j'ai aussi été embauchée, alors pas que pour ça, mais j'ai aussi été embauchée parce que c'est une autre image. Mais parce que je suis une personnalité en plus aussi. Puisque je sais qu'il y a des gens qui se disent ça doit être la potiche, la plante verte. Et t'apportes un autre regard, mais non, au final, c'est pas la potiche comme Exactement. dans le plateau télé où tu n'as rien à dire. Quoi. Là, c'est vraiment, ça. Tu as quelque chose à dire, tu as quelque chose à apporter. Et... Totalement. Ouais, je pense que ça peut pas mal éveiller en tout cas les femmes. Et au-delà de l'image politique, où il y a des femmes politiques qui sont de droite, etc., qui sont peut-être moins accessibles, justement, le fait d'être journaliste féminine de droite, ça peut permettre à d'autres femmes de... Ouais. C'est ça, moi, c'est pour répondre à ta question, c'est vraiment que ma parole, je me dis en tant que journaliste, j'espère qu'il y a un grand nombre de femmes qui se disent « Ok, elle a osé le faire. Ok, elle était de gauche, mais elle a presque tout sacrifié pour. D'accord, elle prend le risque chaque jour de potentiellement être victime de certaines choses, d'agressions dans la rue, parce que je m'affiche, je l'assume totalement. Mais c'est pas grave.
Moi, en fait, c'est ce que j'ai dit à ma maman, parce que Noël dernier, elle m'a dit, tu sais, Louise, parfois j'y réfléchis et je sais que tu pourrais te faire agresser, voire pire à cause de ce que tu fais. Ça me fait peur, mais je me suis faite à l'aider. Et je lui ai dit, mais maman, en fait, il y a déjà trop peu de femmes qui le font pour ne pas le faire. Je lui ai dit, en fait, moi, j'ai envie de le faire, donc je le fais. Et en plus de ça, toutes les femmes qui peuvent le faire, je les invite à le faire. On n'est pas assez nombreuses. Alors, on est de plus en plus nombreuses. Il y a des femmes qui se rajoutent, mais pas suffisamment. On doit porter la parole. C'est une nécessité. C'est quasiment d'un ordre vital. C'est qu'il faut assumer. Rien qu'en apportant un témoignage. Toi, tu l'as fait. Tu as apporté ton témoignage de ce qui t'est arrivé. Aujourd'hui, ça te permet aussi de devenir un porte-parole, de devenir une source d'inspiration pour certaines femmes et de montrer que ce n'est pas terminé. Moi, c'est aussi de montrer que je me suis servie de ce qui m'est arrivé pour réaliser que, voilà, en fait, la vie ne s'arrête pas à ce qui nous arrive. Oui, et que tu as réussi à en faire justement, ces événements traumatisants que tu as eu aussi, tous les événements que tu as eu, tu as réussi à en faire une force et que tu n'es pas resté emprisonné. Je serais pas là si ça m'était arrivé. Oui, c'est ça. C'est triste, bien sûr, ce qui m'est arrivé, ça n'aurait pas dû arriver. Bien sûr. Mais quelque part, je crois beaucoup en la destinée, etc. Alors, je dis pas que ça aurait dû évidemment m'arriver. J'aurais espéré une fois de plus que ça ne m'arrive pas. Maintenant, si j'avais un bouton retour en arrière, personnellement, après, moi, je n'ai pas eu une agression aussi violente que d'autres, notamment que toi. Ça a été physique et rien de plus. Donc, je m'estime très heureuse. Mais je n'appuierai pas sur le bouton retour, puisque ça m'a apporté le déclic de ma vie. Et je pense que c'est ça. Et je suis contente que ce qui m'est arrivé ait pu servir peut-être à d'autres femmes, tu vois. Peut-être on va passer justement à la troisième partie sur ta vision et tes convictions, on va dire, plus. Comment est-ce que tu décrirais la situation actuelle des femmes dans notre société aujourd'hui ? Alors, comme je le disais pour me décrire, je pense qu'être française, du moins, tu parles plutôt de la France ? Ou de manière générale? Je parle plutôt de la France, là. Ouais, la France. C'est plus simple à sur la France parce que il y a trop de choses à avoir des discours très compliqués. Je pense qu'en tant que Française, comme je l'ai dit juste après l'introduction, c'est qu'on a beaucoup de chance. On est chanceuse, il n'y a pas à dire. En revanche, moi je pense qu'aujourd'hui, c'est le problème est le laxisme judiciaire. La France est belle. On a un pays qui est incroyable. On est l'un des plus beaux pays du monde. Avec des régions qui sont riches, des personnes qui sont incroyables aussi, avec on a un fort enracinement pour la plupart des régions. Je pense que toi, t'es corse, je dis pas de bêtises. Tu vois, t'es aussi enraciné. Enfin, en fait, chacun, on a des fondements qui sont très solides et je pense que les Françaises ont construit ça, comme je le disais. En revanche, il faut faire attention à ne pas apporter des choses qui vont casser cette identité-là. Je suis pas entièrement contre l'immigration. Je suis de manière mesurée opposée à l'immigration. Je suis pour la fermeture des frontières. Pour moi, c'est suffisant. On a accepté trop de personnes. Puisque aujourd'hui, la sécurité des femmes dépend des gens qu'on va faire rentrer. On n'est plus seulement sur Jean-Philippe qui pète un plomb et qui est peut-être pédophile ou un violeur en série. Il y a un autre problème. C'en est un. L'affaire Mazan, notamment, est un drame qui me dégoûte au plus haut point. Bien sûr. Qui me révolte. J'en ai pleuré quand j'écoutais à la radio ce qui lui est arrivé. Je peux même pas imaginer ce qu'elle a subi et ce qu'elle doit penser aussi de toute sa vie. De dire, mais en fait, ma vie n'a plus aucun sens puisque toute ma vie était basée sur la personne qui m'a détruite. Oui, c'est atroce. Et qui, au final, c'était son mari, quoi. Exactement. C'est horrible, mais c'est encore une histoire horrible. Mais ça, malheureusement, c'est des choses, c'est compliqué d'éviter ça. Je pense que ça, malheureusement, c'est des choses qui arrivent dans toute société. Alors là, c'est un stade qui est quand même particulièrement dramatique, sadique. C'est atroce. C'est inhumain. C'est vicieux, c'est vraiment la quintessence de l'inhumanité. En revanche, comme je le disais tout à l'heure, c'est qu'on a suffisamment de problèmes en France, on a nos Français à gérer pour gérer en plus les cas sociaux d'Algérie, du Maroc notamment, l'Algérie qui a du mal avec les laissez-passer, qui nous laisse les OQTF bien en France et ils peuvent partir au bout de 90 jours. On a quand même des gros problèmes. Donc pour revenir aux OQTF, ça notamment, c'est les personnes qui menacent notre sécurité en France. Les femmes sont potentiellement fragiles en France. Certes, on n'a pas la même force qu'un homme de manière générale, c'est biologique. En revanche,
Je pense que dans l'éducation, dans la culture, les Français, les hommes français, sont quand même sains d'esprit. Alors l'humain fait, et puis les différences font que l'homme et la femme se complètent et parfois sont dans un conflit, et puis on n'est pas tous faits pour être ensemble, on n'est pas tous faits pour vivre ensemble. En revanche, c'est quand même plus simple de vivre avec des personnes qui nous ressemblent et qui ont grandi dans le même système que nous, que d'en plus devoir traiter le fait que, en fait, Mohamed a grandi dans ce système-là. Alors, je prends le prénom de Mohamed, quand je pourrais en prendre d'autres. A grandi avec cette culture, avec cette façon de voir la femme, avec sa maman qui était voilée, avec ce genre de... Tu vois, on n'est pas du tout, une fois de plus, dans le même logiciel qu'eux. Alors, il y en a qui arrivent à s'intégrer, puisque il y a aussi une forme de caste dans certains pays, notamment au Maroc. Il y a des gens qui sont très privilégiés, qui ont beaucoup d'argent, qui viennent faire leurs études en France, mais qui retournent au Maroc. Ça, je trouve ça super. Et puis, même, j'ai envie de dire, l'immigration de ces personnes-là qui viennent enrichir, parce que pour moi, cette immigration enrichit la France. C'est l'enrichissement. C'est ça. Là, c'est de l'enrichissement culturel. Moi, ça me fait plaisir de voir certains qui réussissent dans la médecine, avocats, tout ce qu'ils veulent, mais c'est quand même une minorité de personnes. On a tendance quand même à garder les cas sociaux de ces pays. Même plus que les cas sociaux, c'est des dégénérés, c'est des criminels, c'est des violeurs, c'est des pédophiles. Ces personnes-là qu'on garde en France et qu'on doit traiter et qu'on doit supporter, on ne devrait pas avoir à les gérer. Ce n'est pas notre rôle. Chacun gère ses poubelles. Voilà. Nous, on gère nos problèmes. Aujourd'hui, les prisons sont, j'ai pas le pourcentage, donc je ne vais pas dire de fake news, mais sont remplies à plus de 50%, si je ne dis pas de bêtises, de personnes qui sont d'origine étrangère. Ça a quand même une importance, c'est important de le notifier. Je pense que déjà, ça permettrait qu'on traite les problèmes français, donc nos Français, et que eux aillent en prison. Ça laisserait un peu plus de place pour nos cas sociaux à nous. Tu vois. Oui, bien sûr. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, les pays ne veulent pas forcément récupérer justement ces personnes-là aussi. Exactement. Il y a des problèmes d'accord, on va dire. Exactement. Du coup, justement, on voulait reparler de ce sujet. Toi, tu trouves que le rôle des hommes dans la lutte d'égalité homme-femme a justement une place très importante ? Très, très importante. Vraiment, je tiens vraiment à le dire. Alors, tout à l'heure, j'ai notifié David, Eric également. C'est des personnes, en fait, qui se sont rajoutées dans ma vie, mais c'est des hommes qui sont très importants. Je peux notifier mon papa, mes frères. Je ne serais pas la même. Moi, je suis la seule fille dans ma fratrie. C'est des hommes qui m'ont fait évoluer. C'est les hommes qui ont fait qu'aujourd'hui, je suis comme ça. Alors, je suis très, très fusionnelle avec ma maman. On a une relation très fusionnelle, pardon. Ma grand-mère était l'une des personnes les plus importantes de ma vie. Mais les hommes de ma vie m'ont construite. Oui. En très, très grande partie, voire... oui, je pense que c'est plus que du 50-50. C'est... En fait, c'est du 50-50. Ma mère m'a apporté la douceur, l'élégance, je sais pas si j'en trouve élégante, mais une forme d'élégance, le parler, le comportement, le côté femme, etc. La féminité. Je suis très ancrée dans la féminité, je trouve que c'est très important, l'oral, etc. Mon père m'a apporté la force des convictions, ne pas avoir peur. Alors j'ai peur de certaines choses et je suis pas non plus une tête brûlée. Même si certains le disent dans ma famille, ils disent mais pourquoi tu fais ça, mais t'es folle, machin. Mais elle est forte, etc. Alors oui, je pense que je suis forte. Oui, t'as une force de caractère. J'ai une force de caractère, mais c'est très motivé parce que je prends beaucoup d'exemples sur mon papa. Alors ma mère encore plus, mais différemment. Mon père est un entrepreneur, donc c'est un artisan avant tout. Il y a une entreprise familiale. Je l'ai vu se lever à des heures pas possibles. Moi, je lui en ai beaucoup voulu quand j'étais jeune. Je l'ai pas beaucoup vu dans ma jeunesse parce qu'il travaillait énormément. Ma maman s'occupait quasiment toute seule pendant une grande partie du temps de moi. Alors pour ça, c'est la femme incroyable et parfaite. En revanche, c'est vrai que mon père a été l'un des exemples de ma vie quand j'ai pris conscience à quel point l'investissement qu'il avait a permis de nous nourrir, d'avoir une jolie maison, de partir au ski, de partir en vacances. J'ai eu de la chance. Et surtout... parce que je pense que c'est important de le dire, je suis loin de la petite, entre guillemets, bourgeoise ou quoi que ce soit, mais mes parents sont issus de milieux extrêmement modestes, voire du côté de ma maman, ça touche, c'est la précarité.
ils ont tout construit chacun de leur côté. Ils ont monté quelque chose qui une famille très très saine, quelque chose de très solide, et je pense que ça a été le plus bel exemple dans ma vie. J'ai de la chance que mes parents soient ensemble, il n'y a pas de divorce, je sais que beaucoup le subissent, mais moi j'ai le plus bel exemple de la relation homme-femme. Je l'ai eu aussi avec ma grand-mère et son mari, mon grand-père, mes grands-pères d'ailleurs, parce que des deux côtés il n'y a pas eu de divorce, il y a eu au contraire beaucoup de force. Et pour moi, il y a l'amour certes, mais c'est une équipe. Moi je pense que tout comme dans une entreprise, pour moi le couple est une entreprise. Chacun apporte du sien, parfois il y a des conflits, parfois ça ne se passe pas comme on aimerait que ça se passe, parfois il n'y a plus d'argent, parfois il y en a beaucoup donc on peut faire plein de choses, mais tout ça fait que il y a tellement de complémentarité qu'on a besoin l'un de l'autre. On a besoin des hommes. Moi j'insiste sur le fait que les néo-féministes, j'entends des choses atroces sur les hommes. Oui, comme quoi la société est patriarcale, etc. La société est d'une certaine manière patriarcale. La société est d'une certaine manière patriarcale. Patriarcale. Pardon, j'arrive plus à parler. Mais je pense qu'en soi, il y a beaucoup de combats féministes qui ont été menés et qui ont été très bien menés par des féministes de gauche. Mais aujourd'hui, c'est peut-être pas le combat le plus important à mener. Que les hommes, aujourd'hui, si on s'alliait tous ensemble, peut-être qu'on avancerait à faire des Unissons-nous, en fait. Exactement. Arrêtez de diviser. C'est important, l'unité, au final. Et moi, je veux plus parler d'humanité et pas de féminisme ou de patriarcat, etc. Je pense que chacun est est à la même échelle et il n'y a pas besoin de se diviser et montrer qui est la personne la plus forte, etc. Où nous, on veut pas de femme dans notre vie, nous, on veut pas d'homme dans notre vie. Ça sert à rien, en fait. Pour moi, c'est l'homme est trop important pour qu'on le rejette aussi. Je trouve que ce que font d'ailleurs très bien le collectif Némésis, c'est que elle laisse à la possibilité de soutenir leur association, mais ça reste une association de femmes. Et je trouve que c'est bien, parce que ça les laisse s'épanouir sans avoir besoin de rendre des comptes à des hommes. En revanche, il y a des investissements, il y a des donateurs, il y a des choses comme ça. Et je trouve que c'est une belle complémentarité. Et c'est le féminisme incarné. Je trouve que la femme est extrêmement puissante, que la femme, rien qu'en élevant un enfant, c'est incroyable. Je pense que la femme est bien plus forte que ce que les néo-féministes prêtent à penser, parce que je trouve qu'en fait, en nous victimisant de cette manière, c'est de la victimisation. Bien sûr, et après on prend la femme pour une petite chose, etc., qu'il faut protéger, et au final, en fait, non, c'est pas comme ça qu'on doit traiter les femmes. Mais on donne la vie, on nourrit, je veux dire, on est bien plus forte que ce que d'autres diraient, et je sais, en fait, moi je sais très bien que, notamment à droite, les hommes en ont conscience. Les hommes que j'entends, en tout cas dans mon environnement, et je pense que les paroles sont sincères, c'est au contraire, ce sont des belles relations, et ils ont conscience, eux n'agresseront jamais une femme dans la rue. Alors je sais que évidemment parfois on apprend des choses. Moi j'ai parfois appris des choses sur certains amis dans mon passé. Il a eu un comportement ceci cela. Alors là, je vais m'attirer les foudres, mais il y a celles que j'ai crues et celles que j'ai pas crues. Oui. Malheureusement. Alors peut-être que j'ai eu tort, mais il y a des hommes où je n'ai pas plus... Enfin, il y a des hommes, il y a un ami que j'avais, alors que j'ai perdu de vue aujourd'hui, mais où j'ai eu du mal à croire, parce qu'il y a eu des comportements qui prêtaient à croire que c'était du mensonge ou un détournement d'information. Je pense que parfois, il ne faut pas non plus chercher à déformer des interprétations ou des comportements. Les hommes sont maladroits. Parfois, c'est des grands enfants. Mais je pense qu'il faut aussi parfois un peu se remettre en question en tant que femme. Je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui ont tendance à être dans une forme de séduction. Alors, je vais pas dire une fois de plus, ce que je ne veux pas dire, c'est que certaines sont coupables de leur propre agression. Pas du tout. Je dis juste qu'il faut parfois faire attention, parce que en tant que femme, on aime bien séduire, on aime bien plaire. Il faut faire attention de ne pas passer le mauvais message. Je pense que autre défaut du néo-féminisme, c'est qu'en fait, on prône une liberté, que parfois on dépasse le logiciel des hommes qui sont en face de nous et comprennent pas. On peut être libre tout en faisant attention à nos propos, à notre comportement, à ce qu'on dégage. Il y a le langage non verbal, il y a plein de choses où en fait l'homme en face il comprend pas ce que tu racontes, quoi. Donc faut juste envoyer des mauvais signaux, peut-être. Exactement. Au final, alors que quand on essaie d'être clair, je pense que tout homme bien construit le comprend. C'est ça. Et ils ont une éducation qui semble à la nôtre. Évidemment, il y a des cas spéciaux. Bien sûr.
C'est triste. Encore une fois, on ne nie pas le fait qu'en France, on a nos problèmes. Maintenant, je pense que de manière générale, ça va être de mieux en mieux avec nos propres enfants. Moi, j'espère avoir des garçons. Et je sais qu'ils seront bien élevés, qu'ils seront enracinés, mais tout en ayant ce respect des femmes. Moi, je vois dans mon environnement, les hommes respectent les femmes, les aiment, les chérissent, les protègent, je regardais une vidéo d'une agression d'un bébé qui s'est fait frapper dans la rue par un migrant en Catalogne, si je ne dis pas de bêtises. En fait, je montrais ça à des amis, ils me disaient mais moi en fait on touche à mon enfant. En fait, c'est peut-être patriarcal de réagir comme ça, soit. En fait, c'est aussi leur rôle. On a besoin du rôle des hommes pour aussi s'épanouir nous en tant que femmes et accomplir nos rôles. Oui, bien sûr. Je pense que et puis de toute façon les hommes et les femmes fonctionnent différemment dans leur façon de penser, etc. L'homme de base, la nature humaine de l'homme, c'est apporter à manger à la maison et défendre s'il y a un danger. En fait, de base, c'est primaire, en fait. Et c'est vrai que, j'ai vu cette vidéo, c'est juste horrible. Il y a un problème avec les instincts, je pense. Les instincts sont complètement déréglés. Alors, j'ai eu cette discussion avec des amis qui partent souvent en randonnée, mais pendant très longtemps, et qui coupent les téléphones complètement pendant 2 semaines. Et en fait, on recommence à avoir certains instincts. On commence à réentendre des choses, à ressentir des choses. Et parce que, alors 2 semaines, c'est peut-être pas assez long. Je crois que non, ils partent 3 semaines. Mais de manière générale, en fait, si on se replonge dans la nature, nos instincts se redéveloppent. On est des animaux. Hein. On est un animal avant tout. Et en fait, simplement, je pense qu'on ne travaille plus suffisamment nos instincts, aussi primaires de défense, d'autodéfense. Bien sûr. Eux grandissent dans des endroits qui effectivement sont enclins à certaines violences, parce que la violence est presque banale dans certains pays, parce qu'il y a des vengeances, il y a des bagarres, etc. Nous, on est civilisés contrairement à d'autres, sauf que du coup, on n'a pas les mêmes instincts. Et d'autant qu'aujourd'hui, on est très développé en France, alors pas suffisamment aux yeux de certains, mais on est quand même très très développé. Ça va. Les téléphones, etc. En fait, on perd nos instincts, on devient de plus en plus, on fait plus attention, on est drogué par le téléphone, on est dans un autre système que certains. Et en fait, je pense qu'il faut aussi retrouver nos instincts, réaliser qu'on ne vit pas dans le même monde que d'autres, ou du moins qu'on ne vit pas, on n'a pas la même culture, qu'on n'a pas la même façon de penser. Pour aussi retrouver nos moyens de nous défendre. Alors, la légitime défense, je parle pas d'attaque, attention. J'invite personne à se battre et j'invite personne à attaquer, à tabasser des personnes gratuitement. Je ne supporte pas ça. En revanche, je pense que c'est aussi important de réapprendre effectivement à développer nos instincts primaires. Ouais. Totalement. C'est vital, hein, vraiment. C'est totalement vital. Et c'est pour ça qu'aussi, avec mon association, justement, nous, on veut proposer des cours, pour les femmes, ce sera justement des cours d'autodéfense, où, en fait, les femmes vont apprendre à peut-être déjà réavoir l'instinct de leur corps, ressentir que, y a peut-être un danger qui arrive, etc. Leur apprendre que, en fait, on peut se défendre, en fait. En tant que femme, on peut quand même se défendre. En fait, on n'est pas condamné à se laisser abattre, etc. Et apprendre aussi que son corps peut, en tout cas, être... je dirais pas une arme jusqu'à là, mais en tout cas, notre corps est capable de pouvoir... se défendre. Donc, Moi, je pense que ces cours-là sont bénéfiques, d'une part pour du moins avoir les premiers réflexes qui peuvent être utiles, voire nous sauver la vie. Très certainement, moi, j'en ai jamais fait. En revanche, je pense que ce qui est primordial dans ce genre de cours qui sont réalisés, c'est qu'effectivement, comme tu dis, on reprend confiance en nous. Et c'est un peu comme la proie. En fait, on n'est plus une proie parce qu'on a un regard qui est haut, on porte plus le même regard, on baisse plus les yeux. C'est ça. Et de montrer rien que le fait qu'on se porte mieux dans la rue et qu'on n'a pas peur et qu'on sait potentiellement dans notre esprit, parce qu'on s'est entraîné à se défendre. Bien sûr. Peut-être qu'on gagnera pas, on s'en fiche. Enfin, j'espère, mais... Oui, mais c'est une confiance en fait qu'on a, qu'on dégage et qu'au final, après, peut-être qu'on attire moins les prédateurs. Et c'est logique, c'est comme dans l'état, encore une fois, naturel. Un animal qui est blessé et malade va plus facilement être attaqué par un animal qui va chasser, etc. Donc c'est clair et net. On va arriver à la conclusion justement de ce podcast parce que je crois qu'il est un peu long là. On a les auditeurs sont habitués à 40 minutes, mais là c'est pas grave, il est très passionnant aussi, donc bon, c'est important. Peut-être est-ce que tu aurais justement une figure féminine à nous partager, quelque chose une figure féminine qui t'inspire vraiment?
Je vais pas être forcément originale. Je pense que je vais dire ma grand-mère, donc personne pourra s'y rattacher. Ouais, mais quand même. Mais ma grand-mère a été une personne incroyable. Elle m'a transmis énormément de valeurs, notamment effectivement la féminité. C'était une femme très très féminine, très élégante, les bonnes manières, etc., etc. D'autant que c'était, bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais c'était une grand-mère de cœur et non pas de sang, remariage, enfin bon. C'était une personne qui m'a apporté la religion. Je vais pas rentrer dans les détails parce que pour moi c'est de l'ordre du privé, mais elle m'a raccroché à la religion. Ça a été vraiment notre lien le plus fort. Ça a été grâce à la religion, nos discussions. Et je pense qu'on doit beaucoup plus faire attention à nos anciens. Donc je parle autant les grands-parents que les anciens, c'est ceux qui sont avant nous, donc nos mamans, nos papas. D'ailleurs, je pense que très très liés, mais je peux pas mentionner ma grand-mère sans mentionner aussi ma maman, puisque c'est les deux femmes les plus importantes de ma vie, qui m'ont toujours écoutée. Je pense que la valeur de la femme là-dessus, c'est l'écoute. On est très à l'écoute. On est très curieuse, oui, mais on est très à l'écoute. C'est les personnes qui m'ont construite et je pense que c'est les plus belles relations que j'ai pu avoir et qui m'ont inspirée dans ma vie aujourd'hui en tant que femme, et qui m'ont montré qu'on pouvait être femme et forte, et drôle et belle et courageuse, et qu'on pouvait avoir aussi des hommes dans nos vies, parce que c'est des personnes qui se sont épanouies tout en ayant les hommes de leur vie à leur côté. Trop beau. Un mot ou une phrase que tu aimerais intégrer dans mon livre? Parce qu'en fait, comme tu le sais, du coup, j'écris un livre, oui. Et en fait, je fais un petit recueil de témoignages à la fin pour justement tous les lecteurs qui vont pouvoir consulter ce livre. Est-ce que tu aurais quelque chose à partager justement à, je sais pas, toutes ces femmes par exemple qui veulent, je sais pas, s'engager médiatiquement ou s'engager à droite? Est-ce que tu as... C'est difficile, mais c'est vrai que j'ai oublié parce que je voulais y réfléchir, parce que j'ai écouté dans celui de Marlène Schiappa cette question. Je pense que ça serait une phrase de ma maman. Alors, tu feras bien la conjugaison, bien mais c'est une phrase qu'elle me dit souvent quand des choses arrivent et que c'est des choses qui sont tristes ou qui sont difficiles. C'est que les choses qui doivent arriver finissent par arriver, pour une bonne raison. Et je pense que c'est quelque chose que j'ai toujours un petit peu semé dans ma vie, plus ou moins grave d'ailleurs. Ça peut aller juste de mon agression qui m'a permis d'arriver là. Mais parfois, ne serait-ce que j'ai pas pris ma voiture et en fait ma voiture, quand je l'ai prise le lendemain, j'ai vu qu'il y avait eu un accident, etc. Ça aurait pu être moi, ou l'avion, j'ai loupé l'avion, en fait l'avion s'est crashé. Les choses qui doivent arriver finissent par arriver. Et je pense que c'est une phrase qui a beaucoup de sens pour moi. Ok, voilà. Super. Et peut-être, dernière petite question, après je te laisse tranquille. Quels sont tes prochains projets, justement, personnels ou avec Frontières, que tu as envie de partager? Je sais que là, vous êtes déjà beaucoup développés, comme on en a parlé au début. Je continue la matinale ou déjà me m'ancrer dans la matinale, ça va être primordial, puisque là c'est le début. C'est pas facile, c'est un exercice on est en direct. Bien sûr. Il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent, alors c'est super, vraiment, c'est une super réussite. Mais effectivement, je veux me professionnaliser dans ce rôle-là au maximum et développer mes compétences à ce poste-là. Et je pense que si les choses se développent bien, j'aimerais encore plus renforcer mon image personnelle sur les réseaux sociaux. Et donc évidemment, je porterai toujours la voix de Frontières, d'Occidentis. Occidentis avec qui on a coupé la voix. Mais bon, on la récupérera peut-être. Là, on espère. On commence le procès le 3 décembre. Contre Meta, mais effectivement, je souhaite en tout cas pouvoir continuer à développer. Je souhaite que tout fonctionne pour nous et les projets de manière générale arrivent au fur et à mesure. Là, il n'y en a pas un de concret. Il faut déjà bien établir ceux qui sont en train d'être réalisés actuellement, mais voilà. Ok, super. Bon, écoutez, allez suivre Louise Maurice sur Instagram et aussi sur Twitter. C'est gentil. Puis merci beaucoup, Louise. Merci à toi, Claire. C'était super. Merci beaucoup. Salut. Merci à vous d'avoir écouté cet échange entre femmes. J'espère que cette conversation vous a plu. Si c'est le cas, nous serons ravis de connaître votre retour et n'hésitez pas à nous mentionner en story sur les réseaux sociaux. Pour découvrir les nouveaux épisodes d'Éclat de femmes chaque semaine, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée.
Et si vous pensez que cela pourrait intéresser l'un de vos proches, je vous encourage à le partager avec lui. À très vite!